Bonjour à tous, bienvenue dans KSP, le podcast. Ici on va parler sport, santé et performance, le tout sans prise de tête. On va donner la parole aux kinés, aux médecins, aux coachs, aux préparateurs physiques, à tous les experts du mouvement pour t'aider à mieux comprendre ton corps, à t'entraîner plus intelligemment et à progresser sans te blesser. Nos objectifs sont très simples, te transmettre des conseils concrets, des explications très claires et des outils pratiques pour faire de l'activité physique un vrai levier de santé, quel que soit ton niveau. Cet épisode est sponsorisé par le site runningfrance.com, qui est le site de référence en trail et en running pour trouver ta meilleure chaussure au meilleur prix. Le site te permet de comparer plus de 4500 paires de chaussures sur plus de 10 sites de e-commerce différents. Ils ont un algorithme avec différents filtres qui te permet de choisir ta chaussure en fonction du poids, de l'indice minimaliste, de ton style de course, de la distance que tu souhaites parcourir, ainsi que divers paramètres. Ils ont aussi un espace blog avec différents conseils sur la nutrition, la prévention des blessures, les différents types de blessures, ainsi que des conseils sur les différents outils qu'on peut utiliser en course à pied. On remercie runningfrance.com pour leur confiance, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Kiné Sport Prévention. Donc on est sur le premier épisode. Je m'appelle Florian Marquier, je suis kiné du sport, spécialisé dans la prise en charge des coureurs et multisport également. Je vais interviewer aujourd'hui Fanny Vastezager. Tout à fait. Qui est kiné spécialisée en pelvipérinéologie et qui du coup s'occupe de la prise en charge des coureuses principalement. Donc je vais la laisser se présenter en quelques mots et expliquer son parcours. Bonjour à tous, donc moi c'est Fanny Vastezager, donc comme a dit Florian, je suis kinésithérapeute libérale, surtout spécialisée en pelvipérinéologie chez les coureuses. Voilà, je travaille depuis 8 ans, je travaille depuis 5 ans en cabinet libéral. Parcours études, moi j'ai étudié à l'Université catholique de Louvain en Belgique, je suis belge, voilà tout. Belge d'origine, voilà. Française d'adoption. C'est presque. Et du coup, voilà, durant mon cursus, mes études, mes stages, j'ai découvert le monde de la maternité, de la néonatologie. Et du coup, ça m'a permis de développer un intérêt plus précis sur cette spécificité-là, donc de la prise en charge de la femme en périnatalité, mais voilà, dans toute sa vie en général. Et puis à côté de ça, j'ai développé aussi un intérêt pour la course à pied. Donc je me suis formée auprès de la Clinique du Coureur, qui est un organisme de formation au Canada. Et voilà, mes deux spécificités, mes deux intérêts se sont regroupés pour pouvoir proposer finalement un accompagnement de la femme durant sa pratique sportive en course à pied. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'intéresser à la prise en charge des femmes qui courent ? Parce que déjà, moi, je suis une femme qui court, donc déjà, je me suis moi-même posé des questions sur, justement, je me suis retrouvée un petit peu en face de certaines problématiques, certaines situations qui me posaient question. Et puis, j'ai eu beaucoup de patientes, finalement, que je voyais en rééducation périnéale, qui sont venues avec des questions sur est-ce que je peux courir, finalement, pendant ma grossesse, en postpartum, un peu dans toutes les différentes phases de leur vie. Pas que la course, mais l'activité physique en général. Et puis j'ai eu envie de les aider, donc de me former davantage. Il y a des problématiques qui sont souvent tabous, on en parlera dans le podcast. Il y a beaucoup de problématiques qui sont tabous, notamment les fuites urinaires ou toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai que moi, qui suis spécialisé aussi en course à pied, ces femmes-là, du coup, je peux les accompagner d'une manière moins précise et moins... C'est plus difficile à aborder ce genre de sujet. Du coup, en tant que femme, c'est quand même plus facile à aborder. Donc au niveau du plan du podcast, donc on va essayer de voir un peu les spécificités féminines de la course à pied. On parlera aussi de prévention et de préparation. On essaiera de débunker quelques mythes et réalités sur la course au féminin. On parlera de plaisir, de performance et de pratique. On finira par la chaussure et la foulée, voir s'il y a des différences hommes-femmes. Et on finira par une petite conclusion où Fanny essaiera de nous donner des conseils pour les femmes qui veulent courir, quelques livres à lire et quelques anecdotes. On est parti ? On est parti. Alors, quelles sont d'après toi les principales différences entre les femmes et les hommes dans la pratique de la course à pied ? Dans la pratique de la course à pied, je dirais que les femmes, elles ont tendance à plus courir pour le fun
que les hommes, voilà, les études montrent que les hommes ont plus tendance à prendre des risques, à se challenger, à se donner des défis, ce qui est très bien. C'est pas faux. Voilà. Et que les femmes ont moins tendance aussi à aller vers des plus longues distances. Les femmes vont plus s'inscrire, si elles s'inscrivent à des courses, à des plus courtes distances, du 5, du 10 km. Ouais. Est-ce que tu as une raison pour ça ou Parce manque que de temps manque de temps, la charge mentale, ô combien hein élevé chez les Élevé. femmes, surtout les femmes Et qui ont puis des je pense enfants. aussi une certaine manque de confiance en elles dans en fait est-ce que je suis capable d'aller faire finalement des distances plus longues, est-ce que voilà l'ultra trail c'est fait pour moi, enfin voilà, elles n'ont pas forcément d'informations aussi Ou la peur peut-être. ouais, et puis le manque Aussi d'accompagnement peut-être le aussi. manque d'accompagnement. Pas forcément que les professionnels de santé, mais parce que les données spécifiques pour les femmes, en fait, elles sont moins nombreuses. Hein. Une petite anecdote, mais il n'y a que 6% des études scientifiques qui concernent que les femmes. Donc même pas Ouais. dans la course à pied. Hein. Toutes les études. Donc vous voyez qu'il y a... C'est pas le seul domaine de la kiné où on est dans cette problématique-là. On Voilà. comprend moins. Ça évolue dans le bon sens. Ça évolue, hein, il y a de plus en plus de femmes quand même voilà, qui courent quand même. Hein, depuis des Oui. nombreuses années, les femmes sont de plus en plus présentes dans les courses. Il y a quand même un gap qui se réduit. Bon, après, c'est un lien aussi avec l'évolution des mœurs aussi, où Ouais. la place de l'homme à la maison évolue aussi. Bien Il sûr. fait plus de choses. Bien sûr. Pas chez tout le monde, mais ça évolue dans le bon sens. Du coup, les femmes ont peut-être plus de temps aussi pour faire Oui, des et loisirs puis, comme la course à pied. Voilà, les femmes, elles ont aussi envie d'aller finalement pratiquer leur sport. Je veux dire, la course à pied, c'est pas que une activité physique, c'est aussi pour les femmes un acte symbolique fort, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes peuvent finalement courir, s'inscrire à des Ouais. courses. Hein, T'as une date? Premier marathon où les femmes peuvent s'inscrire, déjà il n'y en avait que 8, et c'était en 1972, c'était à Boston. Avant, les femmes ne pouvaient pas s'inscrire officiellement à des Donc courses. c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, et donc en fait, voilà, je trouve que c'est ça aussi, moi, ça me tient à cœur, c'est d'accompagner finalement aussi enfin voilà, la course à pied, c'est un outil aussi d'autonomisation, de sport, de Ouais. bien-être et surtout d'expression des femmes. Et donc, J'ai une petite anecdote ouais. là-dessus. Je suis allé visiter à Olympie en Grèce le site des premiers Jeux Olympiques. Ouais. Et ce qui était assez marrant, c'est que bon, on avait des casques de réalité virtuelle et en fait, ils nous expliquaient qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Et enfin, c'était du 100 mètres, c'était l'athlétisme. Les femmes n'avaient pas le droit de courir et du coup, ils faisaient courir les hommes nus pour être sûr que ça soit bien des hommes et pas des femmes. bien sûr, Donc on revient quand même de très loin. on avait peur Aujourd'hui, que leur utérus tombe, qu'elles allaient se transformer en hommes quand même. Voilà, Oui, il y avait quand même des belles fausses croyances et ça date il y a encore même pas 100 ans. Ça, hein, donc, Du coup, on ne se transforme pas en homme en courant. Non. Bon, ça va, Ça tu me va. rassures. Heureusement, On est bon. Et sur ça, on est bon. on est bon. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres différences que tu veux nous faire part? Alors, entre les hommes et les femmes, il y a plusieurs types de différences. Il y a tout ce qui est déjà hormonal, les différences hormonales. Les femmes, voilà, elles ont quand même des cycles. Elles ont du coup, voilà, par exemple, en termes d'exemple, on a moins de testostérone. Les hommes ont plus de testostérone que les femmes, 10 à 15% en plus. Les cycles menstruels, du coup, sont quand même aussi... ce n'est pas une fatalité, hein, les cycles menstruels. Voilà, c'est juste qu'il faut s'adapter. Au niveau morpho, on sait que... je ne sais pas si tu veux revenir après sur la La morphologie. morpho, on va le faire juste après. On Mais regardera après. au niveau des performances, Ouais. on voit maintenant, notamment sur l'ultra. Mhm. Donc, tu disais que les femmes étaient plutôt sur les courtes distances. Ouais. Mais le peu de femmes qui s'aventurent dans la longue distance, on se rend compte qu'en fait, la différence en termes de performance homme-femme, c'est-à-dire que au niveau du temps, les femmes arrivent à quasi égalité sur l'extrême longue distance, qui est bon, il y a encore plus long, il y a le Tour Ouais. des Géants et plus de 320 km, mais déjà sur l'UTMB, l'Ultra Trail Mont Blanc, on se rend compte que les performances hommes-femmes ont quand même une tendance à se rapprocher de façon importante. Ouais. Donc est-ce que la femme serait plus endurante que l'homme? Est-ce qu'elle va arriver à le dépasser un jour? Peut-être. Peut-être. Mais en effet, c'est vrai que les femmes, elles ont plus de qualité, en fait, finalement, neuromusculaires et elles ont plus de qualité pour aller vers du long. Parce qu'en fait, voilà, à titre d'exemple, tout ce qui est finalement l'apport, enfin le métabolisme finalement des lipides par rapport aux glucides chez les femmes va être Ouais. plus en fait utilisé. Les femmes vont plus aller puiser dans leur graisse, elles ont plus dans leur composition plus ou moins 10% plus de masse graisseuse que de masse musculaire. Oui. Les hommes ont plus de muscles, on croit que c'est un avantage, mais pas forcément, parce que du coup, le corps chez la femme va aller puiser dans ce stock d'énergie-là et va pouvoir être plus flexible aussi. Donc les hommes, on va... Pour un petit rappel, Ouais. sur la longue distance, enfin sur la courte distance, on utilise beaucoup de sucre et plus on va sur le long, plus on va utiliser le gras en sucre, enfin Ouais. convertir le gras en énergie.
qui est beaucoup plus efficace, mais du coup sur la longue distance. Et le système pour ce mécanisme-là d'apport énergétique met du temps à se mettre en place. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt sur le long terme. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où les femmes pourraient peut-être avoir une Elles meilleure... ont une meilleure flexibilité dans ces substrats énergétiques. Et en plus, on sait que les femmes, dans justement la proportion des fibres musculaires, on sait que les femmes, elles ont en gros des fibres musculaires plus endurantes que les hommes. Les hommes, ils ont des fibres musculaires plutôt puissantes, rapides. Les femmes, elles ont des types de fibres plutôt endurantes. On sait aussi par rapport à des différences comportementales, les femmes, elles vont avoir une meilleure stratégie de course. Donc, elles vont avoir un pacing. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Est-ce que la femme arriverait à mieux gérer sa course, peut-être partirait moins vite, aurait une autre stratégie que les hommes? Ouais, les études ont montré ça, oui. Se laisserait moins embarquer aussi dans le flux au début. En fait, c'est ça. Par exemple, Courtney Dauwalter, qui est une traileuse très connue, en fait, elle est connue pour bien gérer son pacing. Donc, elle démarre pas trop vite, elle s'adapte par rapport à ses sensations. Où souvent, les études montrent que les hommes vont partir, comme on disait tout à l'heure, parfois plus vite, vont cramer leurs réserves énergétiques et vont avoir plus finalement de moments de peine et de difficulté. C'est un peu ce qu'on voit par exemple sur le marathon, le fameux mur du marathon. Finalement, c'est quand on vient en fait consommer tout son substrat énergétique en glucides, et d'où du coup souvent les hommes ont plus du coup ce risque de se prendre le mur que les femmes. Les femmes prennent moins de murs. Voilà, si vous êtes une femme, sachez-le, le mur du marathon, il est moins violent qu'un homme. Voilà, souvent c'est ce qui est montré. C'est une très bonne chose. Voilà. Au niveau de la morphologie, justement, féminine, est-ce que tu peux nous faire rapidement un topo anatomique et qu'est-ce que ça a comme influence sur la foulée et le risque de blessure? Alors, la femme est en général plus petite que l'homme. Elle a du coup proportionnellement des jambes plus longues par rapport à son buste, par rapport à sa taille. Ouais. Elles ont un bassin du coup plus large qui est une adaptation par rapport à l'accouchement. Et elles ont du coup, avec ce bassin plus large, elles ont un angle finalement au niveau de leur... Le fameux angle Q le que fameux angle Q. Certains utilisent pour faire des mesures, mais qui n'est pas du tout Le fiable. fameux X finalement des genoux des femmes, donc les genoux qui rentrent un petit peu, qui du coup modifie la biomécanique un petit peu de course. Donc à la même vitesse, par exemple, les hommes vont avoir une plus longue foulée, donc vont faire plus des grands pas. À la femme, à la même vitesse, va faire des plus petits pas. Oui, donc ça c'est un avantage. Et voilà, la manière dont le pied est posé au sol, les femmes vont avoir tendance à plutôt attaquer milieu du pied, voire pointe de pied. Ouais. Les hommes vont avoir plutôt tendance à arriver sur les talons. Après, ça dépend bien sûr de la biomécanique propre à soi, ça dépend de l'entraînement, il n'y a pas que ça qui joue, mais morphologiquement, on peut voir ça. On peut voir aussi, bien sûr, la poitrine. Les femmes ont plus de poitrine, a priori, que les hommes. Donc, ça peut avoir des conséquences aussi sur comment courir. Les pieds aussi, les pieds des femmes, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas juste un modèle miniature des hommes. Donc, il y a des particularités aussi morphologiques. Certaines particularités sur le pied. Par rapport à ça. On reparlera de la foulée juste après. Parce que tous les deux on fait des analyses de course et du coup moi aussi je vois des femmes, plus de femmes, mais bon, on vous partagera nos expériences sur la suite du podcast. Est-ce que tu peux me faire un top 3 des pathologies les plus fréquentes chez la femme? Oui, top 3. Alors souvent, le premier très courant chez les coureuses, c'est le fameux syndrome fémoro-patellaire, donc la fameuse douleur autour du genou. Alors, pas forcément que lié à la morphologie différente des hommes et des femmes, c'est juste une fenêtre un petit peu plus ouverte sur des risques de contraintes, de sursollicitation au niveau des genoux. Pour rappel, le syndrome fémoro-patellaire, c'est le fourre-tout du genou. En gros, vous avez mal. La plupart du temps, on vous dit que vous avez un syndrome fémoro-patellaire, mais globalement, c'est un frottement de la rotule sur le fémur au niveau du genou. Donc la rotule, c'est le petit os qui bouge devant, qui vient frotter au niveau du genou et qui crée une inflammation, enfin une douleur au niveau du genou, souvent de l'avant du genou. C'est ça, donc typiquement, ça c'est le symptôme qui est plus courant chez les femmes, enfin la blessure. Ensuite, on a les blessures plutôt type osseuse, donc c'est-à-dire tout ce qui est périostite, syndrome de stress tibial médial. On a aussi les fractures des métatarses, souvent les femmes, qui sont en lien aussi avec les hormones féminines qui du coup sont en fait un petit peu plus responsables du risque de fracture chez les femmes. Et en plus, on a du coup le troisième site, enfin la troisième... Je vais juste te couper pour revenir sur la périostite. La périostite, du coup, pour expliquer à ceux qui sont novices en course à pied ou même tout le monde, le périoste, c'est une membrane qui entoure l'os et du coup le tibia, qui est l'os qui est devant la jambe, cet os
est entouré par le périoste et ce périoste a tendance à s'inflammer par deux tendons qui passent à ce niveau-là. Ça frotte comme si vous aviez un câble qui frottait contre une structure, ça crée l'inflammation, ce périoste se décolle un petit peu, il y a du liquide inflammatoire qui se met et c'est ça qui provoque la douleur du coup sur la face latérale, interne au niveau du tibia. Ça aussi, on voit aussi que c'est pareil, plutôt chez les débutants qu'on voit ça. Ouais. Plutôt voilà, les périostites, les atteintes plutôt osseuses, les atteintes plutôt de la trame osseuse. Et puis la troisième type de blessure Ouais. qu'on peut rencontrer chez les femmes, c'est tout ce qui est les tendinopathies. Donc c'est les atteintes de la structure du tendon. Qui sont plus localisées, encore une fois, un peu plus autour du genou. Donc la fameuse bandelette iliotibiale, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Qu'il y a beaucoup dans le nord. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. La fameuse tendinite de la patte doigt, donc la partie interne du genou. Et puis la tendinopathie, tendinite d'Achille. Donc c'est vraiment la grosse douleur ici qu'on peut avoir au niveau du tendon. Derrière le tendon, enfin derrière le talon. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a une explication au niveau hormonal ou on ne sait pas ou... Bah si, parce qu'en fait, au niveau hormonal, on sait que les hormones influencent aussi la laxité ligamentaire du corps de la femme. En fonction aussi de nos cycles, on est plus ou moins imprégné dans des hormones plus relâchantes du tonus en général. On sait que les femmes, alors pas que la course à pied, sont plus susceptibles de, par exemple, avoir des blessures au niveau des ligaments croisés intérieurs. Donc tout ce qui est finalement structures ligamentaires qui sont plus à risque d'être imprégnées différemment. Est-ce qu'il y a une période où c'est plus à risque, genre la préménopause, la ménopause, Ouais, exactement. avant la grossesse, pendant la grossesse? Ouais, exactement, dans les périodes de la femme qui finalement sont plus à risque d'être en modification hormonale. Donc typiquement, quand je suis enceinte, j'ai de l'imprégnation hormonale type relaxine qui m'imprègne tous mes tissus, donc ligaments, fascia, muscles, donc je suis un petit peu plus élastique. On se dirait, c'est super, c'est un avantage, mais on est plus à risque de se blesser. Donc blessure de cheville également, attention chez les femmes qui courent pendant la grossesse. Est-ce qu'on a des données sur la pilule, en fonction du type de pilule, qui pourrait avoir une influence sur, ou pas du tout? Ça, j'avoue, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça modifie parce que ça modifie les vrais cycles, en fait, la pilule progestative, œstroprogestative. Mais c'est sûr que ça doit modifier par rapport à une femme qui a des cycles Mais en fait. Du coup, on n'a pas de normaux. données. Ça, déjà qu'on a peu de données sur la femme. J'avoue, je ne sais pas. On a encore moins de données sur. C'est ça. Tant qu'on est dans la particularité de la grossesse, là j'ai encore vu qu'il y a une coureuse qui a fait un 10 km La en vénézuélienne, 40 minutes, en 40 minutes, ce que même moi je n'arrive pas à faire. À 7 mois de grossesse. À 7 mois de grossesse, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a une influence ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que si on est adapté, on peut le faire? De courir pendant la grossesse. Ouais, de courir pendant la grossesse. Alors en fait, il ne faut pas généraliser en effet la course pendant la grossesse. Il faut vraiment individualiser par rapport à la patiente. Ça, c'est très important. Mais s'il n'y a pas de contre-indication relative et absolue de courir, qui est du coup vue avec le gynécologue, la sage-femme, en fait, il n'y a pas de raison à ne pas courir. Au contraire, si la femme court déjà. Voilà, j'allais te dire, si tu débutes le jour où tu es enceinte, c'est peut-être pas le meilleur moment. Moi, je ne vais pas forcément te conseiller, toi, femme, qui vient de me dire qu'elle est enceinte. Va courir. Voilà, si c'est elle a pas pas le sport de prédilection. Après, tout est possible. Franchement, il n'y a pas... encore une fois, ça dépend vraiment de la femme, ça dépend de ce qu'elle a envie de faire. Mais en fait, c'est plus à risque pendant la grossesse d'être sédentaire que d'être active. On est d'accord. Mais par contre, cette femme qui faisait 40 minutes ou 10 km, à mon avis, elle n'était pas débutante. Non. Du coup, elle, il n'y a pas de... surtout qu'en plus, les femmes souvent qui sont des athlètes pros, en fait, elles sont super suivies, elles ont une équipe de dingue, donc on se compare souvent. Et dans le même cas, alors je ne sais plus son nom, mais j'en ai vu une sur les réseaux qui allaitait son enfant pendant un ultramarathon. Ouais. Du coup, on voit que même l'allaitement marche à ce moment-là. Donc oui. c'est qu'elle va bien, même si elle est dans un effort extrême. Ouais, mais même comme ça, avec l'allaitement. L'allaitement, en fait, la course pendant l'allaitement, ne modifie pas en fait la qualité du lait maternel ni la production. C'est juste que oui, bien sûr, c'est mieux d'allaiter quand même avant d'aller courir parce que si tu fais un effort très intense, tu risques de produire un petit peu plus d'acide lactique et donc bébé risque de refuser. Oui, mais s'il prend. Voilà, mais tout est possible, encore une fois. Mais voilà, l'allaitement, c'est pas incompatible, encore une fois, avec la course à pied. Et du coup, ça, c'est pendant la grossesse. Bon, avant la grossesse, rien de particulier, c'est la course normale. Si on passe en préménopause et ménopause, est-ce qu'à ces moments-là, il y a des choses à faire attention? Est-ce qu'il y a des risques?
Alors, oui, il y a des risques parce que la ménopause, ben voilà, c'est quand même une condition de la femme. Ce n'est pas une fatalité non plus. Voilà, c'est une Normalement, nouvelle vie. vous y passez toutes. C'est une plus ou moins. nouvelle vie avec des super chouettes choses. Par contre, c'est sûr que au moment de la périménopause, ménopause, toutes les hormones sont en train un petit peu de chuter. Ou les œstrogènes qui ont finalement un rôle finalement dans la qualité de la structure osseuse peut diminuer aussi. Et donc, les femmes autour de la ménopause ont plus de risques de fractures osseuses. D'accord ? Ouais. Donc ça, du coup, pareil pour la course à pied. Dû à... Bon, ça finit par l'ostéoporose. Ce n'est pas de l'ostéoporose, c'est juste un risque accru, donc Voilà. il faut faire attention. Mais justement, la course à pied, contrairement à ce qu'on peut croire, exactement. est un Là, on est super d'accord. sport parce qu'en fait, l'impact en fait, que vous allez produire sur le corps pendant la course à pied, l'impact, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est ce qui va permettre en fait de reconstruire de l'os, s'il est bien dosé, bien sûr. On sait maintenant que que l'os est stimulé par l'impact. C'est ça. Donc, si on est sédentaire et que du jour au lendemain on se met à courir un marathon, là forcément il y a un risque accru de blessure. Voilà. Mais si on y va de manière progressive, là on est d'accord tous les deux, le fait stimuler régulièrement et progressivement l'os va vous renforcer les os. L'os est fait sous forme de trames osseuses et en gros ces trames osseuses se forment en fonction des contraintes. Donc si vous ne mettez pas de contraintes, l'os est fait de manière anarchique et si vous mettez la contrainte, l'os va s'adapter à cette contrainte. Donc au contraire, pour prévenir ce risque-là, il vaut mieux aller courir. Ça aussi, du coup, on sait en général que les femmes plus âgées sont plus à risque de pathologies cardiovasculaires et donc ménopause, c'est un super moment pour travailler du cardio en fait. On oublie souvent, mais le cardio. C'est important. Et du coup, pareil, l'activité physique réduit le risque de pathologies cardiovasculaires. Qui sont en fait des risques plus importants chez la femme que chez l'homme, les maladies cardiovasculaires. D'accord. Donc encore plus de cardio chez les femmes que chez les hommes. Du coup, quelle durée serait souhaitable chez les femmes La durée comme elle faisait avant ou on adapte ? On adapte, bien sûr que voilà, c'est mieux, alors ça c'est pour tout le monde en général, il vaut mieux courir plus de fois par semaine un petit peu moins longtemps que de courir une fois par semaine très longtemps parce que les structures doivent s'adapter, doivent récupérer aussi, ça c'est important. C'est super important, voilà. La récupération au niveau de l'après-course. C'est ça. Au niveau de certaines pathologies qui en ce moment sont vachement, dont on parle vachement, notamment l'endométriose. Ouais. Est-ce que la course à pied a un bénéfice? Est-ce qu'il vaut mieux éviter? Est-ce que ça peut aider dans certaines phases de la maladie, ou voire même diminuer les symptômes? Est-ce que tu as des données là-dessus ou des conseils que tu donnerais sans forcément qu'il y ait d'études? Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Ouais, alors sur c'est le ça, sujet. il n'y a pas encore beaucoup d'études, ça arrive, mais alors on sait que l'endométriose, ça touche une femme sur 10, donc c'est quand même. Tu peux juste rappeler ce que c'est l'endométriose pour que les auditeurs comprennent? L'endométriose, c'est une maladie, une pathologie plutôt inflammatoire qui se produit au niveau de toute la zone gynécologique, utérus. Et en fait, du coup, ça crée beaucoup de symptômes un petit peu type fatigue, douleur pendant les règles, parfois des hémorragies, inflammation. Et donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère parce que c'est vrai que ça peut vraiment perturber la performance et perturber la femme dans ses activités du quotidien, mais aussi dans son sport. Mais par contre, la course à pied peut justement, de par du mouvement, de l'augmentation de la vascularisation du bassin, parce que quand on court, il y a tout qui bouge, peut quand même aider finalement à atténuer quand même les symptômes, bien sûr en fonction si je suis en crise, si j'y vais pas, si j'ai quand même un traitement de fond qui me permet quand même de calmer mes douleurs, mais il n'y a pas de contre-indication, c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on ne peut pas aller courir. Non, l'impact ne va pas stimuler l'inflammation, l'impact ne va pas... Non, au contraire, par contre, bien sûr que n'allez peut-être pas faire de l'intensité. Oui, on ne va pas courir à 16 à l'heure si on court à 12 d'habitude. Mais... Voilà, c'est ça. Mais au contraire, non, ça va permettre justement à la femme de se sentir mieux aussi parce qu'elle fait de l'effort. La libération d'endorphines après la course, on sait que ça peut avoir un effet bénéfique sur la pathologie. Sur les douleurs, etc. Donc non, c'est vraiment... Si vous avez l'endométriose, ça peut valoir le coup d'essayer la course à pied. Et puis bien sûr, de se faire accompagner, d'avoir quand même un suivi. Il ne faut pas rester avec des douleurs. Autant gynéco que les douleurs, je fais un petit rappel, mais les douleurs vraiment qui invalident la performance, la course à pied, c'est pas normal. On a encore toujours tendance en tant que femme de se dire j'ai mal quand j'ai mes règles, c'est tout, c'est ma condition de femme. Non, il faut aller consulter, c'est très important, c'est pas quelque chose de normal. Et si votre gynéco vous dit non, c'est normal, madame, vous êtes une femme, vous avez mal quand vous courez, vous changez de gynéco ou de sage-femme ou de kiné, bien sûr. Ce n'est pas normal d'avoir mal à la course. Voilà.
Tant qu'on est sur les spécificités féminines, ça pourrait parler aux organisateurs de courses. J'ai plusieurs femmes, moi, qui me reportent dans les conférences. On a fait une conférence l'année dernière, justement, il y avait une patiente qui témoignait que pendant la course, en fait, les toilettes sont peu accessibles pour les femmes, notamment au départ des courses, qu'il n'y a pas d'endroit pour changer les serviettes hygiéniques, les tampons, tout ça. La Donc, cup. la cup, du coup, est-ce que tu as des tips, des petits conseils? Qu'est-ce que les organisateurs pourraient faire pour faciliter la vie des femmes? S'il y a des organisateurs de courses qui nous écoutent. Déjà, voilà, de prévoir au ravito des toilettes, ça c'est sûr, avec de quoi se laver les mains, parce que quand j'enlève mon tampon, à un moment donné, j'ai envie de me laver les mains quand même après. Des poubelles, et puis surtout que ça se normalise aussi, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que femme, on est toujours un peu obligé, inconsciemment peut-être, je sais pas, mais de se cacher et que. En fait, à un moment donné, qu'il y ait des distributeurs aussi, parce que ça peut arriver en fait aussi pendant la course. Je me dis, mince, en fait, ça arrive, mais non, j'ai mes règles. Ouais. Et que du coup, alors après, s'il y a du sang qui coule, voilà, c'est juste que pour les femmes, en général, c'est gênant, même si ça ne devrait pas, mais pourquoi pas de prévoir quand même des petits endroits un peu women spécifiques, voilà. Avec un on petit est en peu France. Voilà. Oui, on pourrait aménager certains paramètres à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que ça altère la performance le jour des règles? On avait un témoignage d'une patiente qui disait qu'elle avait eu ses règles, le départ de son marathon, c'est là où ça a commencé. Finalement, elle a quand même réussi à faire sa performance. Elle témoignait justement que le fait d'avoir ses règles pendant son marathon n'a pas été un handicap en soi. Mais est-ce que ça peut altérer les performances ou ça dépend si les douleurs sont là, En fait, c'est ça dépend vraiment de chaque femme. Il y a des femmes, le premier jour de leurs règles, en fait, c'est une libération, parce qu'en fait, c'est une libération du fameux syndrome prémenstruel où justement, on est plutôt très fatigué, on a cette imprégnation hormonale de la progestérone qui nous rend un peu dans notre phase Bridget Jones, on n'a pas envie de bouger, on a une sensation de pesanteur un peu due à cet étirement un peu des tissus liés aux hormones. Et voilà, parfois le premier jour des règles, finalement, on est libéré. On est libéré, délivré. Et là, c'est parti, on peut y aller. Mais après, voilà, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui, au contraire, ne se sentent pas encore complètement bien, justement, au début de leur menstruation, parce que les hormones qui nous permettent d'être puissantes, d'être un petit peu plus toniques, sont en train de remonter doucement. Mais voilà, en tout cas, courir pendant ces règles, c'est OK, il n'y a pas de risque, on peut tout faire. Notre cycle, en fait, c'est pas... je veux dire, on n'est pas né pour souffrir tout le temps, quoi. Je veux dire, nos cycles, c'est quelque chose de naturel. C'est naturel et c'est normal. Voilà, et en fait, ça ne doit pas altérer notre performance. Il y a aussi certains coachs ou professionnels du sport qui maintenant s'intéressent au cycle féminin. Ouais. Il y a les mondes connectés qui s'intéressent au cycle féminin. On sait qu'il y a une variation de la tolérance en entraînement et même de la performance au cours du cycle. Oui. Est-ce que tu as connaissance d'une phase du cycle qui est plus avantageuse ou désavantageuse au niveau des cycles féminins? Alors, on sait qu'il y a un risque de blessure qui est un peu plus importante juste avant la phase ovulatoire. Donc, c'est la phase au milieu du cycle. Donc, le jour 1, c'est les jours des menstruations. En général, si on a un cycle autour de 28 jours, ça arrive plus ou moins au 14e jour. Donc, c'est juste avant ce pic-là de l'ovulation où on a un peu plus de risque de blessure. Mais sinon, en termes de performance? Alors, si, performance, la première partie du cycle, donc juste après les menstruations, ce qu'on appelle la phase folliculaire, juste avant l'ovulation, en général, on a un peu plus d'énergie. C'est notre phase Beyoncé. Là, on est à fond. Voilà, c'est notre phase où là, on a un regain d'énergie. On y va à fond. On peut faire de l'intensité un peu plus à ce moment-là. On peut aller charger un petit peu plus à ce moment-là. Si on du fait coup, c'est un avantage par rapport aux hommes. Mais oui. Parce que les hommes, on est constants et on n'a pas de phase où on est bien et des phases où on est moins bien. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que... Alors ça, ce que je dis, c'est des femmes qui, justement, ont des cycles menstruels réguliers, qui ne sont pas sous influence de la pilule ou d'un autre dispositif de contraception. Mais voilà, en général, c'est vrai que première partie du cycle, donc juste après les menstruations, on a normalement un peu plus d'énergie, les hormones sont un petit peu en train de monter. Et puis après l'ovulation, ça commence à redescendre. C'est la descente, c'est là où il faut s'accrocher. C'est là où, on peut continuer de courir bien sûr, mais c'est peut-être à ce moment-là où on va faire un peu plus d'endurance fondamentale, où on va se faire un peu plus de récup, où on va peut-être moins aller à fond les ballons, quoi. Mais tout est modifiable. Si vous êtes une femme, que vous avez un coach homme qui n'a pas connaissance de ça, montrez-lui ce podcast et essayez de parler avec lui et justement de lui faire part de vos cycles et de vos problématiques, qu'il puisse adapter l'entraînement
et non pas avoir un entraînement, si c'est un homme, il n'a peut-être pas l'habitude, du coup il fait le même entraînement tout le long, et peut-être que s'il est adapté à vos cycles, vous serez peut-être plus à l'aise et plus performant. Ouais. Et ça aussi, petite parenthèse, il y a une chercheuse à l'INSEP qui étudie justement l'impact, enfin c'est même pas tellement l'impact, c'est le cycle menstruel sur les performances des sportives, des coureuses, même des coureuses de haut niveau. Ouais. Et justement, elle permet aussi justement d'informer aussi les entraîneurs sur ces spécificités-là et de les intégrer au programme. Donc c'est Juliana Antero qui du coup est à l'INSEP à Paris. Elle a créé un compte Instagram qui s'appelle FemPower. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est de On vous mettra super qualité. le lien sous le podcast si ça vous intéresse. Voilà. J'avais une autre problématique au niveau des femmes, c'est les femmes qui font de l'ultra. Alors, j'ai connaissance sur les femmes qui font de l'ultra, mais peut-être qu'il y en a sur la courte distance aussi, qu'il y a une sorte d'aménorrhée qui se met en place. Donc là, est-ce que c'est pas un signe de surcharge, ouais. la fameuse? Si. Du coup, est-ce que c'est vérifié que c'est un terme de surcharge? Et dans ces cas-là, bon, du coup, ça serait pas normal. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors là, c'est déjà un peu plus complexe parce que souvent, le fait que la femme est une aménorrhée, donc une absence de règles, déjà, c'est un premier signe de la petite pointe de l'iceberg qui souvent cache en fait ce qu'on appelle le fameux syndrome RED-S. Donc, c'est le fameux syndrome de déficit énergétique chez la sportive. Chronique, du coup? Alors, oui, souvent, ça s'installe un peu de manière un peu insidieuse. Ouais. Mais en fait, c'est un syndrome qui regroupe finalement plusieurs symptômes, dont l'absence de règles, mais aussi une fatigue chronique, aussi un risque plus accru de blessure, parce qu'en fait, la sportive, en gros, c'est un peu le burn-out de la sportive. La sportive, elle va finalement... Alors, il y a aussi l'alimentation qui joue. Hein. L'alimentation, elle va être sous-alimentée. Donc, en gros, elle va amener peu, en fait, finalement, d'énergie à son corps par rapport à l'entraînement, par rapport à l'entraînement du corps, en fait, j'arrive pas bien à expliquer, mais c'est pas évident à expliquer. Pour faire simple, c'est une patiente qui consomme 6 à 8 000 calories par jour et qui mange pour elle beaucoup, plus que d'habitude, mais qui en fait, ses apports énergétiques sont de 4 000 calories. Donc pour elle, elle pense que c'est énorme, mais en fait, il y a un delta de 2 000. Et en fait, ce delta de 2 000 sur une semaine, on ne voit pas la différence. Et par contre, ce delta de 2 000 sur un cycle d'entraînement de 6 mois, pour un ultra ou même un an, à ce moment-là, il va devenir monstrueux et il va entraîner justement une carence énergétique. C'est ça, et en fait, il y a une balance qui du coup n'est plus du tout respectée, et donc en fait, le corps ne va plus pouvoir en fait répondre à un entraînement qui est en fait trop excessif par rapport aux apports, et donc souvent il y a l'alimentation qui rentre en jeu, surtout que les femmes, elles sont 4 fois plus à risque que les hommes de développer ce syndrome RED-S, qu'on appelait avant la triade de la sportive. Et du coup, voilà, là, c'est quand même une prise en charge qu'il faut absolument diagnostiquer parce que... L'aménorrhée, si vous avez des cycles normaux avant la course et qu'après vous êtes passé sur des cycles en aménorrhée, posez-vous des questions, ce n'est pas normal, c'est parce que vous êtes sportif élite ou de haut niveau que vous êtes obligé d'avoir une aménorrhée. Ouais, et en plus, justement, en tant que femme, en plus, on a toujours un peu tendance quand même à se dire... allez, là je cours, je me sens bien, je maigris, donc du coup je réduis mes quantités alimentaires pour continuer de me sentir en forme, etc. Enfin voilà, il y a plus de risques liés à ça aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'on sait si c'est plus sur l'ultra ou sur les courtes distances à des hauts niveaux? En gros, c'est l'intensité et l'endurance. C'est ça. C'est vraiment la charge d'entraînement qui dépasse en fait finalement l'apport que tu donnes à ton corps en termes de nutrition, de récup aussi, de récupération. Si tu es trop fatigué, que tu récupères pas bien entre tes entraînements, ton corps il va être en déficit énergétique, il va plus pouvoir te suivre et donc du coup tu vas avoir des symptômes de ce type-là. Alors ça, vous pouvez vous faire suivre par un médecin, un nutritionniste. Il y a plein de professionnels qui sont calés là-dessus. Après, vous avez les montres aussi. Moi, je suis un fan de technologie, donc je m'y intéresse beaucoup. Mais il y a beaucoup d'outils qui nous permettent maintenant de monitorer un peu ces apports énergétiques et ces pertes de performance. Ça va permettre de rebondir un peu sur la quantification du stress mécanique. Ouais. Et justement, comment gérer sa charge d'entraînement. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour gérer cette charge? Déjà, c'est d'y aller progressivement en fait sur finalement l'augmentation de la charge du volume d'entraînement par semaine par exemple. Ouais. Donc de ne pas dépasser, alors pour les plus courtes distances, ça peut être 5 minutes par semaine en plus de courses, ça peut être 10 minutes par semaine en plus de courses. Au niveau de l'intensité, peut-être faire attention, les coureurs ont énormément de mal avec ça. Ouais. C'est
intensité et ou volume. C'est ça. C'est-à-dire que si vous augmentez le volume et l'intensité en même temps, ben, c'est double charge. D'accord. Donc il y a un schéma qui est très bien fait de la clinique du coureur que vous pouvez aller voir sur leur site qui explique justement la quantification du stress mécanique par Blaise Dubois. Et donc ça, on l'explique nous toute la journée au cabinet. Si vous ne faites pas d'effort, ben, vous vous déconditionnez. Si vous faites un effort trop intense d'un coup, ben vous allez avoir des douleurs pendant l'effort, des douleurs après l'effort, des raideurs matinales ou des gonflements, ou chez la femme, des perturbations. Chez la femme, ça peut être justement des signes liés au tout ce qui est de la zone périnéale, donc ça peut être aussi des fuites urinaires, ça peut être des douleurs pelviennes, ça peut être aussi justement des perturbations de cycle, mais ça c'est plutôt sur le long terme. Et du coup là ça veut dire que vous êtes au-dessus de votre charge d'entraînement, enfin au-dessus de vos capacités d'adaptation. Et donc l'idéal c'est de réduire sa charge d'entraînement et d'être dans un stress minimal pour créer une adaptation et ne pas dépasser cette fameuse ligne rouge. Donc la ligne rouge c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est douleurs pendant, après l'effort, des raideurs matinales, des gonflements ou des modifications hormonales. Si vous restez entre ces deux courbes, vous allez avoir une grande plage d'adaptation et vous allez pouvoir performer sans vous blesser. Donc finalement, votre corps va pouvoir se renforcer, va pouvoir finalement être plus performant si vous y allez progressivement. Après, cette ligne rouge, elle monte, mais elle peut aussi descendre. Donc si vous n'avez pas dormi d'une semaine parce que comme moi, vous venez d'avoir un nouveau-né, c'est très dur d'avoir un nouveau-né, ça demande beaucoup d'efforts. Fatigue très extrême et puis très longue sur le temps aussi. Hein. Parfois en postpartum, je te coupe, mais moi je vois beaucoup de femmes en postpartum, elles se disent allez mais non c'est bon, 4 mois de postpartum, je veux reprendre, mais en fait elles ont une fatigue accumulée qui en fait rien que ça parfois peut perturber l'avancée. Là je m'amuse en ce moment à monitorer avec ma montre justement cette fatigue et en fait je me rends compte que je m'endors à 22h, je me lève à 6h et au final je n'ai fait que 5 heures de sommeil dans ma nuit. Parce que la nuit, il se réveille pour allaiter, donc je l'amène au sein, je le change, etc. Et au final, mon temps effectif de sommeil sur 7h30, enfin 8 heures potentielles n'est que de 5 heures au final. Et du coup, j'accumule une dette de sommeil. Et si en par-dessus, j'avais un entraînement pour un ultramarathon, ça ne serait peut-être pas pertinent de le faire à ce moment-là. Ça ferait beaucoup en une fois. Ça ferait beaucoup. Ce qui peut perturber aussi votre charge d'entraînement, c'est le travail, la vie familiale. Et ce que je dis aux patients, si vous venez d'avoir un enfant, que vous êtes en train de divorcer et qu'en plus vous perdez votre boulot, c'est peut-être pas le moment de faire un ultramarathon là de suite. Il vaut mieux peut-être attendre que ça passe un petit peu, de résoudre les problèmes et la charge mentale pour justement… De diminuer un peu les différents stresseurs, pas que dans le sport, mais aussi dans la vie quotidienne et dans la vie pro aussi. Hein. Et comme le disait Fanny, il vaut mieux aller courir souvent mais peu plutôt qu'une fois et beaucoup, à la mesure du possible. Mais bon, des fois, 15 minutes de run tous les jours, c'est beaucoup plus efficace que de faire 1h30 le dimanche, une fois dans la semaine. Surtout quand vous débutez. On a déjà pas mal parlé. Bah oui. On va continuer sur un peu de prévention et de préparation. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui débute la course à pied ? Déjà de prendre un super programme de reprise de course à pied et d'y aller progressivement, donc d'alterner d'abord peut-être marche et course sur par exemple déjà 5 minutes, 10 minutes. Moi j'entends beaucoup de femmes qui me disent « Ah j'ai repris progressivement, j'ai repris que 20 minutes ». En fait déjà 5 minutes de course à pied c'est plus ou moins 400-450 sauts sur chaque jambe. Donc en fait c'est pas peu 20 minutes. Okay. Justement, on va en profiter pour parler du coup de la sphère périnéale. Donc, qu'est-ce que c'est le périnée ? Donc, il y a plein de gens, on parle de périnée, il faut faire ceci, cela, mais qu'est-ce que c'est le périnée et comment ça fonctionne ? Alors, en fait, le périnée, alors déjà, fun fact, les hommes ont aussi un périnée, parce que souvent, on croit que ça ne concerne que les femmes. Voilà. Mais c'est vrai que le périnée, on le découvre souvent dans la période périnatale parce que c'est à ce moment-là où on a besoin de le rééduquer et qu'on se rend compte finalement du rôle très important qu'il a. Donc le périnée, c'est vraiment toute une structure qui est composée de muscles, de ligaments, de fascia, de tendons, enfin voilà, de pas mal finalement de structures qui en fait ferment la cavité osseuse du bassin. Donc par le bas, et qui en fait ont plutôt un rôle de soutènement des organes des viscères, et par exemple dans le sport, qui ont aussi un rôle de gestion de pression. Et bien sûr un rôle dans l'incontinence, un rôle finalement aussi donc, dans la posture. Juste pour te couper, c'est les fuites urinaires. Voilà, alors pas que, mais juste de pouvoir en fait se retenir d'aller faire pipi, au niveau anal, ça permet en fait d'être continent. Le périnée assure une continence et souvent, quand on voit qu'il y a un petit dysfonctionnement dans le périnée, on peut avoir ce qu'on appelle des symptômes d'incontinence.
des incontinences urinaires à l'effort ou de Du coup, l'hyperactivité est-ce que ces vésicale. fuites urinaires qui, moi, les femmes, quand je leur pose la question, me disent que non, mais que c'est normal, notamment maintenant dans les sports, bon, c'est pas la course à pied, mais Ouais. ça se démocratise beaucoup, tout ce qui est Aerox, CrossFit, les sports de combat. Ouais. En gros, les sports où il y a de l'impact, ou même le volley, là j'ai une volleyeuse qui avait des problèmes à ce niveau-là. Le volet, ouais. Donc pour elle, c'est normal parce que toutes les copines ont ça, et du coup on met des protections et c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. Et puis en effet, hein, il y a toutes les pubs aussi qui ont circulé sur je rigole, j'ai une fuite, heureusement j'ai ma Téna. Bah non, en fait, ça masque le problème, ça rend en fait cette problématique-là finalement quelque chose de, comme tu dis, Normal. de normal. Puis toutes les copines ont, c'est ok, sauf qu'en fait, ça cache en fait finalement un dysfonctionnement, déséquilibre dans la sphère périnéale. Surtout qu'à court terme, c'est pas dramatique, mais à moyen long terme, il peut y avoir des conséquences. Bah ouais, un trouble extrême. de la statique pelvienne avec des descentes d'organes, des prolapsus, des mots qui font peur, mais qu'on peut complètement éviter si on prend soin de son périnée. Prolapsus, on vous laissera regarder ce que ça veut dire. Non, vaut mieux pas, non. C'est pas très agréable, mais oui, ça peut aller dans des cas extrêmes Mhm. où il y a les organes qui descendent du coup dans le périnée, où c'est pas du tout leur place. C'est ça. Et du coup, que faire? Ah ben, du coup, déjà, il faut savoir que le sport, en fait, ne provoque pas forcément de fuite urinaire, n'est pas responsable de l'incontinence urinaire à Ouais. l'effort. En fait, souvent, le sport permet de mettre en lumière un dysfonctionnement de la sphère périnéale. Mais Mais en c'est fait, pas l'impact qui est à l'origine du problème, Exactement. ce n'est qu'une augmentation de la problématique. même pas, c'est juste que ça met en lumière une problématique. Donc finalement, c'est même parfois pas bénéfique, je vais pas dire ça, mais ça permet de se dire, ah ben tiens, il y a quelque chose à régler dans finalement tout ce caisson abdominaux-lombo-pelvien. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Voilà. ce fameux caisson? Le caisson abdominal, en fait, parce qu'on parle toujours du périnée, mais en fait, souvent, quand on a des fuites urinaires à l'effort, le problème vient pas tout le temps du périnée. Il vient en fait des copains du dessus, donc par exemple des abdominaux, C'est la famille? la famille. Voilà, en fait, c'est vraiment les autres muscles de ce qu'on appelle ce fameux caisson abdominal qui en fait travaille en synergie avec le périnée. Donc le diaphragme aussi responsable de la respiration, les muscles stabilisateurs du dos qui en fait finalement travaillent en coordination pour s'assurer finalement de ces rôles justement de gestion de pression, de continence pendant l'effort. Et souvent chez les femmes, il y a un dysfonctionnement dans ce caisson-là. Donc c'est pour ça que c'est important de bien finalement aller voir ce caisson-là, comment il fonctionne, de travailler, renforcer si besoin ces muscles-là, et aussi les muscles plutôt globaux qui sont aussi très importants pour la statique et la dynamique pelvienne. Donc, s'il y a un souci à ce niveau-là, si vous avez des fuites à l'effort, c'est pas normal. Allez voir un professionnel de santé. Allez Ça, voir c'est un vrai. professionnel de santé, donc kiné, sage-femme, je suppose qu'elles font aussi. Ouais, sage-femme, kiné, déjà gynéco, Et voilà. gynéco, faire des examens complémentaires. Faire un bilan pour, périnéal, abdominal aussi, donc ça c'est important, surtout si on a déjà des petites problématiques de fuite urinaire. Il ne faut pas attendre que ça passe, il faut déjà voir ce qui se passe, ça va aller très rapidement si vous venez à la première petite goutte, deuxième petite goutte. Ça ira plus vite que si vous venez Quand ça c'est fait déjà 10 ans qu'il y a des fuites urinaires, quoi. Ça se traite plus rapidement. C'est comme Voilà. toutes les pathologies, que ce soit tendinite ou quoi, si vous venez dans les 3 jours qui suivent, on mettra 10 fois moins de temps que si vous Ouais. venez au bout de 6 mois après avoir fait le tour de la Terre des examens possibles et inimaginables. Plus vous venez tôt, plus c'est facile à prendre en charge derrière. Et en fait, je dis souvent ça aussi, mais les fuites urinaires, c'est un peu comme si c'était une blessure du périnée à la course à pied. C'est comme les autres blessures, c'est Oui. le même principe en fait. Là, vous avez peut-être fait un peu trop, vous avez été peut-être un petit peu plus fatigué, donc il y a eu une petite fuite, mais ça ne veut pas dire que en fait, le mécanisme est foutu, quoi. En fait, c'est juste qu'il faut rééquilibrer aussi souvent le volume d'entraînement. On peut récupérer. Et oui, on peut récupérer, on peut courir au sec. On peut courir au sec et ça vous fera même des économies Voilà. que vous C'est quand même pourrez plus réinvestir derrière. C'est ça. Est-ce que tu as des exercices spécifiques de renfort, de mobilité que tu recommandes aux coureuses? Ouais, alors les femmes déjà, premièrement, c'est voilà, comme on disait, travailler tout ce caisson abdominal, donc renforcer ses abdos en lien avec le périnée, renforcer le périnée en lien avec les abdos, travailler aussi surtout les femmes, elles ont vraiment besoin spécifiquement de travailler finalement tous les muscles autour de ce caisson, donc les muscles plus globaux, type Ouais. fessier, ok, moyen grand fessier. Très important pour les femmes, surtout lié à ce bassin plus large, les contraintes sur Du les coup, genoux. tu leur donnes quoi? Des exos? Des exos de renforcement, Ouais. des programmes d'exercice. Ouais. Donc ça, on pourra vous mettre en commentaire un petit programme qu'on vous aura fait sur une application qui vous montre les exercices en vidéo.
Donc si ça vous intéresse, dans le commentaire ou dans la description de la vidéo, vous aurez accès à ce programme qu'on essaiera de vous faire ensemble pour qu'elle vous montre justement les exercices les plus adéquats. Ouais. Quadriceps. Quadriceps, mollet, si on est d'accord. Mollet, pieds, parce qu'en plus, les pieds, on va en reparler après, mais très important de les renforcer déjà chez tout le monde. Mais voilà, chez les femmes, on peut en parler maintenant. Hein. Bah voilà, les femmes, en fait, souvent, surtout celles qui ont eu des enfants, les pieds ont eu tendance à s'affaisser, ont eu tendance à s'étaler un petit peu, donc déconditionnement des pieds. Ce bain d'hormones. Bain d'hormones qui est venu tout, voilà, on sait, les femmes qui ont été enceintes, elles ont senti que peut-être les pieds se déformaient, devenaient plus larges, le centre de gravité a changé aussi, donc les pressions au niveau des pieds ont changé. Et donc souvent, alors le chiffre, il me semble que c'est 30-40% des femmes, je ne sais plus exactement, mais en gros, ont un pied qui est déconditionné, ont un affaissement de l'arche plantaire, et on sait que quand même pour courir, on court quand même sur le pied, donc c'est... Normalement. Normalement. Je n'ai vu en chaussures de ski courir, mais je n'en ai pas vu sur les mains encore. Ah bah voilà. Alors, s'il y en a qui veulent faire un marathon sur les mains, je suis vraiment intéressé de la chose. À voir l'état des épaules après, mais... Ça risque d'être chaud, ouais. Mais donc voilà, les renfaux des pieds, très important, des mollets aussi, parce que mine de rien, comme on sait que les femmes ont une cadence, donc elles font plus de pas par minute quand elles courent, elles sollicitent plus leur structure finalement au niveau de leurs mollets et de leurs pieds, donc renforcement des mollets, à savoir que le muscle profond du mollet, c'est le muscle qui finalement consomme le plus d'oxygène pendant la course à pied et développe finalement entre 7 à 8 fois de force par rapport au poids de corps. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, on parlera tout à l'heure des impacts justement, on en parlera juste dans la partie analyse. Ouais. Quel est le rôle du plancher pelvien du coup pendant la course? On l'a dit, c'est du coup soutenir... de maintenir tout ce petit monde des organes et des systèmes gynéco en place. Le renforcer, on en a parlé avec... Est-ce qu'il y a des moyens de protection? Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut éviter quand on n'a pas l'habitude de courir, de faire, c'est un peu comme pour tout le monde, mais de faire un entraînement trop vite, trop rapide, trop brusque. Est-ce qu'il faut penser à contracter les abdos, contracter son périnée en courant? Normalement non. Ou le relâcher, ou alors c'est automatique? Normalement c'est automatique, voilà. Mais par contre ce qu'on peut faire c'est, à côté des séances de course à pied, travailler finalement des exercices qui vont permettre à cet automatisme de revenir. Ça sert à rien. De manière consciente. Voilà, de manière consciente. Je m'assois ou je me mets debout. De manière consciente, je viens bien placer une posture d'auto-agrandissement. Je vais venir pré-engager mon muscle transverse, mon muscle profond en synergie avec mon périnée, mais je ne vais pas le serrer à fond parce que si je le serre à fond pendant tous mes exercices, je ne vais pas pouvoir permettre à ce réflexe de venir. Donc, j'ai conscience de si ça s'active bien, si je n'ai pas des poussées pendant que je fais mes exercices. Ouais. Et normalement, si vous êtes assis pousser vers l'avant du ventre. Ouais, donc, vers l'avant du ventre. On n'est pas censé, ce que moi je fais tout le temps. Voilà. Merci de me le rappeler. Mais du coup, vous n'êtes pas censé avoir le ventre qui gonfle d'un coup quand vous faites vos exercices. Il est censé rester, contracté. Maintenir les organes, les viscères. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, vous devez apprendre à gérer ces pressions-là. Et du coup, ça se fait via des exercices. Ouais. Après, il y a l'exercice du stop pipi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bien, pas bien? Moi, je connais la réponse, mais pour nos auditeurs... non, on ne renforce pas son périnée en faisant du stop pipi. Donc, je fais pipi, je m'arrête d'uriner et je me dis que c'est comme ça que je vais renforcer mon périnée. Non. C'est un sphincter. C'est pas forcément... Alors moi, je propose souvent aux femmes qui n'ont pas connaissance de leur périnée de le faire une fois pour se rendre compte de « ok, c'est là le périnée ». Mais par contre, il ne faut absolument pas s'entraîner à faire ça, sinon déjà vous allez détruire votre mode automatique de vidange au niveau de votre vessie, et puis vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir un résidu post-mictionnel, donc finalement l'urine qui stagne dans la vessie. La miction, c'est quand on urine, du coup c'est un résidu après le... Et donc risque finalement d'infection urinaire, voilà, on va éviter quand même quoi. Donc non, pas de stop pipi. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour renforcer le périnée, et encore une fois, le renforcement du périnée, ce n'est pas juste du serrage de nos sphincters, c'est toujours ce qu'on croit pour que... Alors, est-ce que tu aurais des images à donner? Quelle image tu donnes à tes patientes pour qu'elles prennent conscience de l'appareil? Même pour les hommes, j'espère qu'il y aura des hommes qui écouteront ce podcast, parce que c'est aussi intéressant pour les hommes que pour les femmes. Ouais. Mais du coup, même les hommes, vu qu'on a un périnée, on peut faire ces exercices-là. Ouais. Le stop pipi, pareil chez les hommes, je ne pense pas que ce soit recommandé. Je pense pas, non. Il y a d'autres choses à faire. Mais du coup, quelle image tu donnes à tes patientes pour qu'elles prennent conscience de ça? Alors déjà, l'image la plus courante, c'est, moi j'essaie de leur demander d'imaginer qu'elles arrêtent un gaz puis un jet d'urine. Pas quand elles font pipi, bien sûr, mais là par exemple, là je suis en train de le faire, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de contracter mon périnée. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que je suis en train de parler. Donc quand je contracte mon périnée, je ne dois pas bloquer ma respiration. Super intéressant. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire si vous êtes en train d'écouter le podcast en courant. Voilà, s'il y a des gens qui courent en ce moment, est-ce qu'il y a un exercice à faire pendant la course
pour contrôler son périnée. Ou pour en prendre conscience en tout cas. Bah, Mais pendant juste, la course, juste un exercice pour... Bah si, tu peux essayer, par exemple, tu ralentis un petit peu ta course, tu peux essayer de, par exemple, t'imaginer que tu veux arrêter un gaz, un jet d'urine, ou que tu veux fermer comme une fermeture éclair, mais c'est mieux de le faire quand tu es à l'arrêt, quoi. D'accord. Voilà, et tu du coup, t'arrêtes. à l'arrêt, donc fermeture éclair, on essaie de Le remonter zip, voilà. une fermeture éclair. Voilà, de l'arrière vers l'avant plutôt. Donc de Ok. l'anus vers l'entrée vaginale, vers Le haut. le ventre. Ok. Ok. Sans bloquer sa respiration, sans être complètement avachi, sinon vous allez devoir forcer plus fort. Donc autograndissant. Voilà, autograndissement, bien respirer. Vous pouvez le faire sur une expiration. Donc je souffle, j'essaye de contracter l'entrée anale, l'entrée vaginale. Je Ok. ferme mes orifices. Et puis je sens qu'en fait, automatiquement, j'ai mon ventre qui rentre normalement tout seul. C'est là où on voit la coordination, la synergie entre périnée et abdos. En gros, on a un gros fascia, donc une espèce de gros ligament qui relie en fait les abdos profonds et le périnée profond. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien prendre conscience de ça. Je dis toujours, le périnée, c'est un peu comme le gardien de but. Il ne travaille pas tout seul, le gardien de but. Il travaille en équipe. Il travaille en équipe avec la défense, le centre. Ouais. Si la défense, le centre sont merdiques, ben, le périnée, il va devoir bosser tout seul et les buts vont plus souvent passer. J'adore ton image. Voilà, Je la retiendrai, je ne la connaissais Ma métaphore pas. de comptoir, elle est bien. Je la connaissais pas, je la retiendrai, elle est vraiment... Donc c'est un travail d'équipe. Le périnée n'est pas responsable de la défaite du match, quoi. Okay. Ce n'est qu'une partie de l'équipe. Exactement. Cycle, grossesse, postpartum, ménopause, on en a parlé. On va essayer de débunker justement quelques mythes et réalités. Donc ça, c'est des choses que j'ai entendues de patientes ou que j'ai trouvées sur Internet, que tu vas essayer de m'expliquer. Donc courir abîme forcément le plancher pelvien. Eh ben non, pas forcément. Donc, ça peut l'abîmer si c'est pas adapté. Donc on en revient à ce qu'on a dit juste avant, trop vite, trop fort. Ou alors dans des conditions extrêmes. Oui, et puis, pas adaptées. Comme on dit aussi souvent, les femmes, même les hommes me disent souvent, la course à pied, c'est pas bon, il y a des impacts, et donc j'abîme forcément mon périnée. Alors que la course à pied, en fait, c'est normalement, si vous courez avec une bonne biomécanique de course, c'est pas considéré comme un sport à haut impact. Par exemple, tu disais les volleyeuses, le volley, ça, c'est plutôt considéré comme un sport à haut impact, donc parfois plus de risques, si le périnée a déjà un dysfonctionnement, de montrer des petites La course à pied, c'est une répétition d'impact, pas forcément violent, tandis que le volley, ça va être moins d'impact, mais de façon beaucoup plus extrême. Voilà, plus brutale, plus extrême. Est-ce que tu aurais des conseils pour les femmes qui font du triathlon sur la transition, natation, vélo? Est-ce que sur le vélo, le périnée est plus sollicité, moins sollicité en natation? Le périnée, oui, il est sollicité, mais différemment en fait. En vélo, les cyclistes, elles ont plus de risques parfois de paresthésie au niveau de la sphère périnéale, donc d'engourdissement, de périnée qui est compressé, les petites structures nerveuses qui peuvent être en fait finalement plus sensibilisées, plus de douleurs périnéales par compression, par frottement. Donc du matériel adapté, de l'entraînement pour tester son matériel. Et puis, comment dire, la natation a priori, ça va. La natation, normalement, ça va. Mais oui, parfois les transitions entre vélo, course à pied, le vélo, on sait que pour les cyclistes féminines, c'est compliqué. Et du coup, dans le cas où la course est après le vélo, tu peux avoir des restes de douleur pendant la course. Oui, exactement. Donc, ce que je peux dire, c'est surtout déjà de bien s'entraîner et puis de tester son matos. Mais absolument. Pendant le moment, il n'y a rien à faire. Et puis ça scelle en fait. C'est bien de se faire accompagner par pourquoi pas une analyse vélo. Donc ça s'appelle du bite fitting. Voilà. On aura des kinés qui nous feront un podcast avec Kiné Sport Prévention sur le bite fitting. Donc ça sera dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous. Justement, ils nous parleront du bite fitting et comment faire les réglages sur les vélos pour justement avoir une selle adaptée. Notamment chez les femmes. Le réglage vélo, il est super important pour les femmes. Alors pas encore plus que les hommes, mais lié justement à ce bassin qui est différent, ces appuis au niveau du bassin qui peut être différent, qui peuvent en fait aussi malmener un petit peu le périnée, différemment de la course à pied, parce que le vélo n'est pas un sport à impact, mais peut le solliciter différemment quand même. C'est pour ça que je voulais avoir, parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qu'on a en patient. Du coup, c'est des problématiques, même si c'est en dehors du champ de la course, qui peuvent être intéressantes. Il ne faut pas courir pendant les règles. Bah non. On peut courir pendant les règles. Voilà, évidemment. On y a déjà répondu. L'incontinence est inévitable. Eh ben non, parce que finalement, si vous avez un bon fonctionnement de votre sphère périnéale, abdominale, que vous savez gérer vos pressions, que vous mettez de l'impact progressif finalement par vos sorties course à pied,
les fuites urinaires ne sont pas Problématique. Enfin non, Il n'y aura je veux pas de dire, fuite il n'y urinaire. aura pas de fuite urinaire en fait, ça, je veux dire, tout est une question de dosage et de progressivité. Justement, pour la grossesse, après la grossesse, en principe, on dit qu'il faut attendre 6 mois avant de recourir. Alors, Quels sont les critères de reprise? Alors moi, je suis contre les délais, c'est pas 6 mois et un jour qu'on peut aller courir. voilà. Moi, c'est ça que je C'est, comprends pas, c'est en général le 6 mois, je sais pas d'où ça sort en fait. Voilà. Vu qu'elles étaient enceintes 9 mois, on enlève un tiers et du coup, ça fait... Ouais, mais franchement, voilà, moi, pareil, j'ai beaucoup de patientes qui me disent Peut-être j'attends que- les 6 mois. Mais... Peut-être qu'au 6 mois, l'enfant est... est plus adapté et du coup, on est moins fatigué, du coup, on peut recourir. Donc, Voilà, c'est vrai que c'est ce qui se dit. du coup, alors quels qu'en seraient fait, tes critères à toi? Quels bah, sont les critères? En fait, les critères, encore une fois, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre déjà de si la femme, elle courait pendant la grossesse ou pas. Pas. Jusqu'à combien de semaines d'aménorrhée, de mois elle a couru. C'est pas la même chose. D'aménorrhée de grossesse, pas d'aménorrhée chronique. Oui, c'est vrai. Une femme qui a arrêté de courir à 3 mois, ça va pas être le même délai de reprise pour une femme qui a arrêté de courir à 7 mois, parce que du coup, les structures se seront adaptées. Ça va dépendre aussi de comment s'est passé l'accouchement, s'il y a eu finalement des atteintes au niveau du périnée, des déchirures, des épisiotomies, s'il y a eu finalement, qu'est-ce que j'allais dire, une césarienne ou pas, ça change aussi. Oui. Voilà, il peut y avoir plus de douleur, une récupération plus difficile. S'il y a eu finalement des instruments qui ont été utilisés, ventouses, forceps, voilà, tout ça, ça peut en fait, ça peut se calculer via un algorithme de reprise que j'utilise au cabinet, mais qui voilà, peuvent en fait être des facteurs de prédiction de reprise plus ou moins tôt ou pas. Pareil en postpartum. Si vous êtes déjà en train de faire votre éducation périnée abdominale, vous n'êtes pas obligé d'avoir fini votre éducation pour pouvoir reprendre la course à pied. Il faut quand même avoir des notions, comme vérifier quand même par un bilan périnéal abdominal si tout va bien, s'il y a une Si bonne les muscles sont conscience. fonctionnels, parce Exactement. que tous les accouchements ne se passent pas pareil, il y a Voilà. des femmes qui sont plus affaiblies que d'autres, du coup si on arrive Voilà, à... pareil, le poids de naissance de bébé, combien de poids j'ai pris pendant la grossesse, enfin tout ça, c'est des facteurs qui peuvent finalement... Moi, souvent, je calcule un programme avec un programme d'entraînement, de reprise, vers quoi on peut aller, mais on peut très bien le commencer. Moi, j'ai des femmes qui ont repris à 4 semaines postpartum, en fait. Enfin, tout Non. est possible tant qu'on est bien accompagné, tant qu'on y va progressivement. Et encore une fois, il vaut mieux commencer déjà par d'alterner marche-course. Mais le délai des 6 mois, c'est dommage de dire ça parce que du coup, moi, j'ai des femmes qui se disent, bon, non, j'attends plus ou moins 6 mois. Et du coup, à 6 mois, alors, elles vont se faire une sortie d'1 heure. Et du Il coup, vaut mieux non, reprendre c'est trop. progressivement. La Voilà. grossesse n'est pas une pathologie, mais vous avez quand même une fonte musculaire plus ou moins importante. Et donc, on vous conseillera toujours de reprendre progressivement. Voilà. On le redira pas assez dans ce podcast. Mais en gros, voilà, tout est possible. Je veux dire, vous pouvez reprendre assez tôt, vous pouvez reprendre plus tard. Enfin, c'est Et tant puis, qu'on est accompagné. faut Voilà. que vous ayez envie de reprendre aussi. Ouais, ça aussi. C'est une notion qui est importante. C'est Voilà. pas parce qu'il faut reprendre qu'on doit reprendre. Non, il faut avoir envie de reprendre. Voilà, et De il manière, faut être accompagné. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quand même quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir vous donner aussi, voilà, pareil, ça aussi, si quand vous courez, vous reprenez, vous avez des envies pressantes de faire pipi, vous avez une pesanteur qui arrive, c'est que voilà, peut-être c'est un petit peu tôt, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement la reprise, mais que du coup, on va diminuer un petit peu l'intensité, le volume, la durée de la sortie. On adapte. On adapte. Et Exactement. pareil, il vaut mieux y aller tous les jours, 10 Un tout minutes, petit peu, que y aller 2 heures le week-end. Déjà, vous n'aurez pas le temps avec un nouveau-né. voilà. Ou même déjà de réintroduire, même avant la course à pied, mais déjà des petits impacts chez soi, déjà de reprendre de quelques exercices aussi de renforcement spécifique. Alors justement, un exercice, j'ai beaucoup de patientes qui me parlent de la corde à sauter. Ouais. Elles veulent toutes faire de la corde à sauter. Ah Est-ce ouais. qu'il y a un avantage? Est-ce que c'est obligé de faire la corde à sauter? Est-ce que c'est utile? C'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est une chouette alternative de, par exemple, si t'as pas beaucoup de temps, tu te dis, là, je sais pas, j'ai 15 minutes, la Ouais. flemme de m'habiller pour aller sortir 15 minutes. Tu fais un peu de corde à Tu sauter. fais un peu de corde à sauter, et c'est ça- très bien. Ça te permet de... Ça te permet en fait de mettre de l'impact pour pouvoir aussi continuer à t'entraîner avec de l'impact. La course à Ouais. pied, c'est de l'impact. C'est pas mauvais, encore une fois, l'impact. Mais si tu n'en fais pas assez, ton corps va devoir chaque fois se réhabituer à gérer l'impact. Voilà, 20e fois, c'est une question d'adaptation. C'est ça. Votre corps est capable de s'adapter dans la mesure où vous le respectez et que vous y allez progressivement. Grossesse, pas de course, on a dit que non. On a dit que c'était possible. C'est Tout à fait. possible. La ménopause n'oblige pas à arrêter la course à pied. C'est ça. Donc Google a tort, d'accord. Le renforcement fait gonfler et ralentit les coureuses. Est-ce que parce que je fais du renfort musculaire, je vais être plus mauvaise?
Ah bah non, C'est l'inverse. pas du tout. Alors, ça dépend D'accord. quel type de renforcement. Alors ça aussi, je dis souvent aux femmes justement qui reprennent la course en postpartum, et même pas que en postpartum, mais que la course à pied, si vous reprenez la course à pied, les gens n'aiment pas entendre ça, mais il faut reprendre en même temps le renforcement. Parce que c'est comme ça que vous allez... Ça se démocratise de plus en plus. Ouais. Maintenant, en facile, tout cas les mais- kinés, on est dans ce sens-là, les coachs aussi, dans les programmes, même sur les applications de programmes, maintenant ils vous proposent des exercices de renforcement qui sont souvent très basiques et très... Mais c'est déjà... Mais c'est déjà une énorme avancée. Et via les podcasts ou via les vidéos, via les réseaux, on entend de plus en plus qu'il faut faire du renforcement musculaire. Donc ça va dans le bon sens. Mhm. Mais du coup, ça ne fait pas gonfler les muscles. Bah, en fait, ça dépend comment tu vas te renforcer. Le fait que ça gonfle, souvent, c'est que tu t'entraînes en hypertrophie musculaire, c'est-à-dire que tu vas faire en fait un certain type de répétition de mouvement. Souvent, c'est entre 6 et 12 répétitions de mouvement avec beaucoup de charge et très peu de récupération. Là, tu vas plus risquer de faire gonfler tes muscles. Donc en gros, c'est les bodybuilders. Voilà. Donc, est-ce que c'est utile d'être bodybuildeuse pour aller courir? Non, là, peut-être C'est que pas vous allez forcément. vous sentir plus lourde. Par contre, si vous faites du renforcement type endurance musculaire ou force, là, c'est très, très avantageux parce que quand on court, on utilise plus la filière énergétique de l'endurance, bien sûr. Donc, du travail plutôt pas énormément de charge, mais plutôt des longues séries, répétitions, des longues répétitions. Jusqu'à Ou- 1000, hein, si vous y arrivez. Jusque 1000 squats. Allez. Mais par contre, ce qui est aussi super important à savoir que finalement peu de gens savent, c'est que il faut aussi se renforcer, mais en force. C'est-à-dire qu'il faut prendre de la fonte, il faut se renforcer en charge pour développer en fait de la capacité de force musculaire. Ouais. Mais justement, en parlant de force, avec Kinésport Prévention, on fait des bilans musculaires. Donc pour tous les sports, donc on vous fait 10 tests où là, via des dynamomètres connectés, on vient mesurer votre force réelle en kilos au niveau des quadriceps. Donc pour la course, ça sera quadriceps, ischio, mollet, les muscles du pied. Et on arrive via ce bilan-là à voir s'il y a des différences au niveau droite-gauche ou via la moyenne si vous êtes trop faible. Donc par exemple, moi j'ai des ultra-trailers, ils ont 40% de déficit droite par rapport à la gauche. Et Ça bizarrement, peut, voilà. ils ont des syndromes fémoro-patellaires du côté où ils ont le déficit. Donc on sait dans ces cas-là qu'il faut faire du renforcement musculaire et du coup on vous donne des protocoles de renforcement musculaire pour compenser cette dysfonction-là. Donc il y a des bilans qui existent, n'hésitez pas à les faire. Et puis encore une fois, je reviens aux femmes, mais les femmes, souvent, elles n'osent pas en fait faire du renforcement plus qu'avec du poids de corps. Donc en fait, les squats sans rien, c'est pas mal, mais il faut en fait pour développer Alors, des qualités pour les femmes enceintes, musculaires, il y a un squat qui avec un poids qui ouais, grossit. le poids est déjà intégré. Non, pardon, pour les femmes après accouchement, Ah oui, d'accord. Ouais. avec le bébé, Ah oui, 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 vous oui. commencez à 3-4 kilos, Mhm. et puis plus vous allez avancer dans le temps, et Ouais. plus votre bébé va grossir, du coup plus le poids va grossir, Et ça c'est sera progressif. progressif et adapté à votre morphologie, ça sera totalement adapté. C'est ça. Donc c'est un très bon exercice, les squats avec bébé. Bon, les faites pas trop vite quand même, hein, Ouais, et puis bon, faut vous sentir à l'aise aussi, mais et essayez de sécuriser bébé quand même. Mais et puis Ça peut être encore un une très bon fois, exercice. exactement, mais encore une fois, le fait de se renforcer, on sait qu'un coureur sur deux se blesse en général dans sa première année de course ou de Oui. reprise de course. Pour prévenir les blessures, le fait de se renforcer à côté, en fait, va vous permettre de moins risquer de vous blesser et donc du coup de pouvoir progresser finalement beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, très bonne chose, renforcez-vous, ça ne fait pas gonfler, vous n'irez pas moins vite. Voilà. Au contraire, si vous le faites bien, vous irez plus vite et vous serez surtout Et vous plus aurez- économe. Voilà, meilleure En économie course. de course. Donc, En économie de course et du coup vous arriverez à mieux gérer vos filières énergétiques. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la filière du sucre, la filière du gras, etc. On va pas vous faire, on pourra inviter une personnalité spécialisée là-dedans. Mais en gros, plus vous allez vous renforcer, mieux vos muscles vont être efficaces et économes en énergie. Les étirements. Ah. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les étirements? Il y a d'énormes débats sur les étirements. Il faut s'étirer, il faut pas s'étirer, il faut s'étirer avant mais pas après, il faut s'étirer la nuit, les jours de pleine lune. ça, je m'agresse pas celle-là. Mais Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? alors, les études que je connais, les dernières Ouais. que je connais, nous montrent que les étirements n'ont pas d'influence. Alors, attends, n'ont pas On a les- d'influence sur une meilleure performance de course, Non. sauf les étirements
statiques avant la course, eux peuvent dégrader quand même finalement la raideur musculaire, comme on appelle ça. Donc, En gros, on a les mêmes études en tête, mais en termes de récupération, ça n'améliore pas la récupération. Ouais. Donc n'allez pas vous étirer 45 minutes après chaque course, ça ne récupérera pas plus vite. Déjà, mangez, buvez, dormez. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les étirements statiques, si on les fait du coup avant l'effort, mais en fait, c'est peut-être même plus délétère. On va étirer la fibre musculaire qui, notamment, est censée se contracter pendant l'effort. Donc, si vous étirez avant, ben, vous la rendez entre guillemets cotonneuse. Et si le muscle est cotonné, il va avoir plus de mal à se recontracter derrière. Bon, c'est pas sur 10 minutes que ça va se remettre en place, mais globalement, c'est pas conseillé de le faire. Voilà. Après, les étirements actifs ou activo-dynamiques, ouais. balistiques, bah, si ça vous fait plaisir de les faire, faites-le, mais en tout cas, ça ne vous fera pas aller plus vite. D'accord? Donc, il n'y a pas d'amélioration de la performance. Un petit échauffement dynamique, type gamme éducative de course, des petits levées de genoux, des talons-fesses sur 5 minutes. On va plus parler de mobilité que d'étirement. D'accord? Bah, surtout que quand on court, je fais une petite parenthèse, mais on n'a pas besoin d'être souple. C'est pas un sport où on a besoin d'être souple, c'est un sport où on a besoin d'être mobile. Exactement. Et il y a plein de gens qui me disent oui, mais tout le monde dit qu'il faut s'étirer et tout et tout. Mais en fait, si vous faites de la gymnastique, vous devez faire un grand écart et que vous êtes en plus un homme qu'on sait qu'ils sont moins mobiles, là, c'est en dehors de la physiologie. La physiologie, c'est le naturel, on va dire. Donc, on va dans des amplitudes extrêmes. Donc là, si vous n'entretenez pas cette mobilité, vous n'allez pas la garder. D'accord? Mais en course à pied, quand vous êtes en pas postérieur, vous n'êtes pas un étirement maximal du quadriceps ou des ischios. Ouais. Vous n'êtes pas dans un étirement qui nécessite de devoir finalement s'étirer dans des amplitudes maximum. La douleur, la mobilité, l'angle de mobilité est normale, donc il n'y a pas besoin de s'étirer. Après, par contre, c'est vrai que moi je dis souvent aux gens, si ça vous fait du bien, pourquoi pas de vous étirer un petit peu après l'effort. Il n'y a pas de risque dans la récupération, mais c'est pas forcément... Il ne faut pas négliger l'effet placebo, qui est super important. Ouais. Moi, je le dis aux patients, si ça vous fait plaisir, si ça fait du bien, allez-y. Si vous voulez faire du yoga, des étirements, des mobilités, faites-le. C'est pas contre-indiqué, mais en tout cas, c'est pas ça qui va améliorer votre performance. Ouais, récupérer plus vite aussi. Courir en allaitant, déconseillé. Bon, on a vu le cas de l'ultra traileuse. Du coup, ça serait pas déconseillé, sauf si vous avez une baisse de la lactation. Bah, et encore, les études montrent que ça ne réduit pas la production du lait maternel. Du coup, il y a zéro contre-indication. C'est juste l'idéal quand même, c'est d'allaiter quand même avant d'aller courir, parce que le poids de la poitrine pendant que vous courez, c'est pas très agréable. Ça risque de pas être agréable. Et puis, si vous avez une montée de lait, c'est qu'en principe, bébé a faim. Voilà. Enfin, c'est ce que je vois en ce moment. Il expérimente. J'expérimente en ce moment. Et si à la montée de lait, c'est que bébé est pas loin d'avoir faim. Donc, si vous allez courir une demi-heure pendant qu'il a faim, voilà. Papa, il risque de... Voilà. Il risque de galérer. de galérer un petit peu. Donc, courir en allaitant, on peut. Et justement, passer sur la chaussure, est-ce qu'il y a des chaussures woman spécifiques conviennent à tout le monde? Justement, les marques nous vendent des chaussures marketées, on va dire. C'est ça. Mais oui, non, les chaussures woman spécifiques, donc pensées pour les femmes, alors qui intègrent notamment justement les spécificités un petit peu plus du pied de la femme. Donc les femmes, elles ont des pieds un peu plus larges normalement à l'avant que le talon. Elles ont quand même un pied plus étroit et elles ont une arche plantaire, donc le creux sous le pied qui est un peu plus en général plus important. Mais les chaussures women spécifiques, finalement, ne sont pas forcément très adaptées de ce que je vois parce qu'en fait, elles ont quand même une espèce de tendance à être rétrécies au niveau de l'avant-pied qui, du coup, en plus, chez les femmes, a encore plus de répercussions sur leur manière de courir et sur leur risque de désagrément, de douleur au niveau de leurs pieds et leur biomécanique de course aussi. Donc, Alors, tant qu'on est sur les chaussures, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les chaussures ? Sur les chaussures de course, en général, moi je dis souvent que, en fait, avant d'aller courir, en général, quand on veut aller courir, on se dit je vais m'acheter une super paire de chaussures. Alors que déjà pour courir, il faut avoir des bons pieds. Donc déjà, merci de renforcer vos pieds, s'il vous plaît. C'est gratuit. Voilà. Les vidéos, on vous les met gratuits. Donc profitez-en. Faites d'abord du renfort du pied et après allez acheter les chaussures. Et que en fait les chaussures malheureusement sont quand même, on ne choisit pas vraiment sa chaussure librement. On a plutôt tendance à la choisir parce que c'est une marque, parce que soi-disant il y a un super amorti. Donc on est influencé par plein de facteurs qui au final sont parfois plus délétères sur notre biomécanique de course qu'autre chose. Justement, on le voit au niveau des analyses de course qu'on fait. Donc tous les deux, on bosse dans le même cabinet et puis moi j'ai un autre cabinet un petit peu ailleurs.
Et du coup, on fait de l'analyse de course avec des capteurs qu'on place sur le pied, en plus de l'analyse vidéo. Et du coup, via ces capteurs, on est capable d'avoir beaucoup de données. Donc, au niveau de la biomécanique, différents hommes-femmes, on disait les femmes ont plus tendance à attaquer médio avant-pied que les hommes qui sont plutôt attaqueurs talons. Mais le problématique qu'on a, c'est que les femmes ont une attaque médio avant-pied avec des chaussures qui ne sont pas adaptées pour ça. Et entre guillemets, ça les handicape plus que ça les aide. C'est ça. Et on se rend compte qu'en modifiant la chaussure et en passant sur des chaussures avec un petit peu moins d'amorti, entre guillemets un peu plus minimaliste, on va vous expliquer après ce que c'est que les chaussures minimalistes, en adaptant plus les femmes vers ce type de chaussures-là, ou même les hommes d'ailleurs, hein, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus agréables dans leur foulée, tandis qu'avec les grosses chaussures, ça les handicapait. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que on va plutôt leur proposer d'aller vers des chaussures plus simples, qui respectent plus la foulée naturelle, qui du coup, ce qu'on appelle un peu une chaussure minimaliste. Là, je vous ai pris un exemple de mon ancienne chaussure de trail, qui du coup sont un peu défoncées en dessous, mais voilà. Mais du coup, voilà, les fameux critères de l'indice minimaliste, ça va être une chaussure qui peut se déformer finalement longitudinalement et transversalement. Donc vous voyez, je peux tordre ma chaussure. C'est une chaussure qui est légère avec un très faible poids. Donc finalement, en plus la chaussure est légère, au moins je vais devoir la porter à chaque pas pour courir. Alors, économie d'énergie. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semblait que 100 grammes de chaussures au niveau du pied, c'était comme une dizaine de kilos au niveau du ventre. Ouais. D'accord? En gros, c'était 1% d'économie de course, entre 0,7 et 1% de mémoire d'économie de course. Et en gros, pourquoi cela? La masse que vous avez au niveau du ventre, vous la transportez de manière constante et linéaire. Et par contre, la chaussure, vous l'avez au bout du pied. Et du coup, vous avez un énorme bras de levier quand vous avez le pied en arrière. Du coup, si vous n'avez pas les muscles adaptés, vous augmentez la contrainte. Et du coup, vous transportez cette chaussure tout le long avec un grand bras de levier. Du coup, ça vous consomme une énergie qui est assez impressionnante. Si vous voulez faire un test basique pour voir ce que c'est 100 grammes dans une chaussure, moi je conseille toujours aux patients d'aller dans un magasin de sport très connu. Vous pouvez acheter des poids de 100 grammes que vous mettez au niveau des chevilles. Des chevilles. Ouais, j'ai un petit accent. Vous courez avec ces poids au niveau des pieds pendant, je sais pas, 1 km. Enfin, même pas 500 mètres, pas plus, parce qu'il y a un risque de blessure quand même. Et ensuite, vous enlevez le poids et vous recourez juste après. Juste pour voir la sensation de ce que ça fait 100 grammes de chaussures à moins. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de chaussures fait dans les 150 à 200 grammes. Et les chaussures qu'on dit plus maximalistes, elles font dans les 300 à 400 grammes. Donc vous imaginez, ça fait quand même quasi 200 grammes de différence par pied. D'accord? Donc c'est vraiment énorme. Donc ça change pas mal de choses en effet. Il y a aussi finalement les chaussures plus minimalistes, elles sont moins épaisses, donc on est plus proche du sol. Et en plus pour les femmes, c'est encore plus important parce que les femmes ont plus tendance à se faire des entorses de cheville. Oui. Donc au plus vous êtes haut dans une chaussure, au plus vous risquez d'avoir des entorses plus sens. graves. Ah pardon, oui. C'est par l'extérieur. Plus vous allez avoir une semelle qui va être épaisse, plus l'angle quand vous allez vous tordre la cheville, si vous devez vous la tordre, va être important et du coup l'entorse va être grave. Donc là, moi, ça fait 12 ans que je suis kiné spécialisé dans le sport et la course à pied et on se rend compte que les chaussures grossissent d'année en année. C'est la tendance, c'est la tendance et les entorses sont de plus en plus graves, ou en tout cas on galère beaucoup plus à les récupérer parce qu'il y a beaucoup plus de tendons atteints sur le côté, il y a 3 tendons quasiment et c'est vrai que les entorses sont souvent plus graves. Pardon, je me suis trompé, c'est pas les tendons, c'est les ligaments. Donc il y a 3 ligaments et il y a beaucoup plus de ruptures ligamentaires, plus la chaussure est haute. Et haute, ouais. Et alors aussi pareil, il peut y avoir dans les chaussures plus maximaliste, un drop, donc c'est une élévation du talon par rapport à l'avant. C'est la différence entre l'arrière et l'avant de la chaussure et ça se mesure en millimètres. Et ça, c'est un peu le gros coup de marketing, ça va être de vous dire, au plus vous avez un beau petit coussinet sous le talon, ouais, au moins vous allez avoir de choc sur le pied, sur le corps, donc ça va vous protéger des blessures, sauf que c'est exactement l'inverse. Et on sait que ce drop, c'est ce qui influence le moins la biomécanique de la course. Donc c'est ce qu'on vous vend le plus, mais c'est ce qui l'influence le moins. C'est ce qui influence le prix aussi. C'est ce qui influence le prix aussi. Et du coup, il y a même des marques qu'on ne citera pas, mais qui sont spécialisées dans les grosses chaussures et qui vous vendent foulée naturelle avec drop 0.
En gros, drop 0 égale pieds nus. Sauf qu'avec un talon épais de 3 cm sous le pied, vous les mettez sur le tapis et ils ont tous sauf une foulée naturelle. Et ça, c'est assez intéressant à voir sur le tapis. C'est ça. On pourra même vous faire des vidéos là-dessus. Plus vous avez une semelle épaisse et plus vous allez avoir tendance à attaquer talon, même si c'est pas, tout le monde est différent, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on remarque. Et du coup, plus vous allez taper fort, et ça me permet de transitionner justement avec ce petit capteur. Ce qu'on est capable de mesurer, c'est le taux de charge, c'est-à-dire le nombre de fois du poids du corps que vous mettez sur votre pied quand vous tapez. Donc c'est multiple. Idéalement, ces multiples doivent être entre 2,5 et 3 fois le poids de corps. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que quand vous courez avec vos chaussures, entre guillemets, maximalistes, et que vous venez au cabinet, vous avez un taux entre 5-6 fois le poids de corps. Donc à chaque fois que vous vous réceptionnez sur le sol, il y a 5 à 6 fois le poids de corps. Donc ça, c'est les beaucoup, données qu'on a avec le capteur. Donc là, le capteur, on est à plus de 250 analyses. Donc c'est nos propres données à nous. Il n'y a pas encore d'études complètes là-dessus. C'est nos données à nous. Et par contre, dès qu'on vous met pieds nus, et bien là, bizarrement, votre taux de charge, il chute aux alentours de 3 à 3,5 et voire même en dessous de 3. Petite parenthèse pour les femmes, très important de Ouais. diminuer ce taux de charge. C'est ça qui fait que vous êtes plus à risque justement d'avoir des mauvais impacts sur le périnée. C'est quand on court très fort et qu'on arrive à une grosse vitesse sur le sol en fait. La vitesse de force d'impact justement. Donc voilà, plus on tape les fort, hommes, plus ça fait mal. ça fait pas du bien, mais les femmes, plus de risques sur la sphère périnale si on a une grosse vitesse d'impact à chaque pas. Donc cette mesure, on est capable de la faire. Après, on parlait de la cadence. Donc la cadence, c'est le nombre de pas que vous faites par minute. On sait que les femmes, naturellement, vous avez une cadence plus élevée. Donc vous êtes aux alentours de, moi ces patientes que j'ai, c'est 165, 170. Les hommes, on est un peu plus bas. Et on sait que la cadence idéale, alors attention avec ce mot-là parce qu'il y a beaucoup de débats. Donc la cadence idéale n'est pas de 180,00 pile, d'accord? Pas par minute. Pas par minute, c'est une cadence librement choisie autour de 180 plus ou moins 10. Et le plus ou moins 10, c'est important. On choisit librement sa cadence. Et la cadence est peu liée à la vitesse. Ce n'est pas parce que vous allez accélérer que votre cadence va accélérer. C'est-à-dire que sur place, vous pouvez piétiner. Vous pouvez le faire même maintenant si vous voulez. Vous piétinez sur place. Et bien, au final, vous êtes à vitesse 0, vu que vous êtes sur place. Mais par contre, vous avez une certaine cadence que vous pouvez moduler. Vous pouvez accélérer le piétinement ou ralentir le piétinement. Et ça, c'est du travail justement un peu technique de course qui finalement prend du temps à aussi intégrer dans la pratique de course, d'où l'intérêt de se faire suivre. Voilà, on peut se faire suivre. On ne va pas vous dire de changer de chaussure là, maintenant, de suite. L'idéal, c'est de faire une analyse, de voir votre façon de courir et de trouver la paire qui vous correspond. Mais globalement, les chaussures, du coup, elles ont ce fameux indice minimaliste qui est issu d'un consensus d'experts en 2016, qui a fait l'objet d'une publication au niveau scientifique. Et en gros, ils classent les chaussures de 0 à 100%. Donc 0, c'est les fameuses grosses chaussures avec beaucoup d'amorti. Et plus on se rapproche du 100% et plus on est pieds nus. Après, nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut aller vers du 100%. Non. Ça peut être très risqué d'aller fort dans une extrémité que de l'autre. Mais après, voilà, c'est sûr on sait que pour se rapprocher d'une foulée, entre guillemets, votre foulée naturelle, donc votre foulée naturelle à vous, si vous êtes talon, ce n'est pas un problème en soi du moment que vous avez une force d'impact qui est faible. J'ai des patients qui ont une attaque talon, mais ils ont un taux de charge à 3. Donc eux, je m'en moque royalement, je ne vais pas leur changer leurs chaussures puisqu'ils sont totalement adéquats au niveau du taux de charge. Par contre, le patient qui a un taux de charge à 5 et qui est avec une grosse attaque talon, lui, j'ai peut-être le conseil de faire une transition lente, progressive, adaptée, selon un programme de transition, pour transitionner vers une chaussure. Du coup, comme je vous disais, idéalement, c'est 70% et plus d'indice minimaliste. Même si on n'arrive pas à trouver, on a baissé un peu les critères à 65% pour avoir une foulée qui se rapproche de votre idéal à vous. Et alors aussi, ce qu'on n'a pas encore dit, mais c'est que souvent les chaussures plus minimalistes, elles ont ce qu'on appelle une large toe-box, donc une boîte à orteils, donc l'avant-pied qui est plus large. Et ça encore plus chez les femmes, super important parce que l'avant de la chaussure est plus large et donc les orteils, l'avant-pied, surtout chez les femmes, va pouvoir bien vivre donc on appelle ça un fit anatomique sur les chaussures, donc un fit de la chaussure qui respecte l'anatomie. Et comme Fanny vous l'a dit, quand vous êtes en course à pied, votre pied s'élargit, s'écrase au sol, ce qui est normal puisqu'il emmagasine de l'énergie pour la restituer.
Et si votre pied est complètement rétréci dans la chaussure, ce qui est très souvent le cas, hein. Les chaussures, alors, elles vous regarderez sont toutes en vos forme chaussures. de triangle. La plupart du temps, il y a un énorme triangle à l'avant et votre gros orteil, il est à l'intérieur. Il n'y a aucune raison. C'est juste design, soi-disant que c'est pour une meilleure pénétration dans l'air. Donc, il y a même des chaussures qui ont un petit kiki derrière. Je ne noterai pas la marque, mais elles ont un petit kiki. Elles je pense sont que profilées. c'est la propulsion dans l'air. Je pense que c'est méga important dans vos chaussures d'avoir un petit kiki derrière. Si vous ne l'avez pas, rajoutez-le. Il y a plein de technologies aussi de stabilité en général. Exactement, sur les donc ça grosses c'est le 5e critère de l'indice minimaliste. Donc justement, les technologies de stabilisation, donc les plastiques, le gel. Donc le gel, vous pouvez le mettre dans les cheveux, c'est plus utile que dans la cheville. Les coques talonnières qui augmentent le risque de tendinopathie d'Achille. Donc c'est un peu la rigidité de l'arrière de la chaussure. On a l'impression que ça va maintenir le pied. Voilà, donc ça il y en a beaucoup moins, mais avant elles étaient saillantes au niveau du haut de la chaussure. Donc pour ceux qui sont sur le podcast, on le montre aussi dans la vidéo. Et du coup, ça venait taper contre le tendon d'Achille et ça faisait des irritations au niveau du tendon d'Achille. Donc comme on sait que les femmes ont beaucoup parfois plus de risques d'avoir une tendinopathie d'Achille. Ça n'aidait pas. Ça n'aide pas. À ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a oublié sur l'indice minimaliste? Non, c'est tout bon. Donc voilà, on n'est pas ultra minimaliste, c'est juste en fonction des patients et votre biomécanique qui ressort de l'analyse, à ce moment-là, on va essayer d'adapter votre façon de courir. Parce que le chaussage, c'est pas l'élément le plus important d'une pratique dans la course à pied. Il y a quand même déjà la charge, le volume d'entraînement et les qualités tissulaires et musculaires. Ouais. Mais voilà, ce qui vient après, c'est justement la technique de course, les chaussures, la biomécanique de course. Donc c'est quand même important. Pour finir sur les chaussures, il y a aussi les allus valgus chez les femmes, notamment du haut talon, avec les douleurs au niveau de l'avant-pied. Donc c'est le gros orteil qui vient vraiment, en fait, il y a une déformation du gros orteil, hein, les fameux oignons, on appelle ça, voilà. Ouais. Plus fréquent chez les femmes. Les jardiniers les connaissent bien. Plus fréquent chez les femmes, malheureusement. D'où parfois vraiment la difficulté de se chausser en temps normal, mais aussi pour les coureuses. Hein. Donc hyper important chez les femmes d'avoir une large boîte à orteils, même si esthétiquement, malheureusement, dans les normes sociales, c'est pas, voilà, on ne considère pas que c'est un critère de beauté d'avoir une chaussure bien large, mais moi j'en ai plein et finalement ça va plutôt bien. Alors c'est moins design, mais c'est plus utile. Ça se trouve, ça se trouve. On n'a pas parlé du lassage aussi, donc les chaussures qui sont souvent trop serrées. Donc moi j'ai pas mal de patients, certaines patientes aussi qui ont des paresthésie, donc c'est des petites sensations bizarres dans le pied, des fourmis, des fois c'est des rouges, des fois c'est des noirs. Faire attention à la différence fourmi rouge, fourmi noir. C'est ça. Et du coup on sait que ça peut être dû au lassage, donc si vous avez des problématiques à ce niveau-là, il y a plusieurs types de lassage qui existent et qui peuvent soulager les douleurs au niveau de l'avant-pied. Pour la chaussure on est bon, la foulée on en a parlé. Les plaques carbone, est-ce qu'on doit l'acheter? Bah non, les plaques carbone, c'est un peu la tendance aussi du moment. Alors moi, honnêtement, les femmes, elles me parlent pas tellement de plaques carbone. Je pense que c'est plus les hommes qui cherchent la performance. Voilà, on est la même chose. Donc, mais voilà, toujours les mêmes. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même, on a l'impression toujours qu'un petit gadget va pouvoir nous faire un peu le boulot à notre place, quoi. Donc bon. On en revient à la même chose. Donc les plaques carbone, si vous voulez gagner 10 secondes sur votre marathon, why not? Pourquoi pas. Mais il y a d'autres choses à faire avant, comme du renfort musculaire, de l'éducation sur votre façon de vous entraîner, votre plan d'entraînement, avant de passer aux plaques carbone à 500 € pour faire 2 marathons. C'est pas forcément... C'est pas révolutionnaire comme on pourrait le croire. Après, un petit topo au niveau de la littérature. En gros, ils ont comparé plaques carbone, chaussures normales et chaussures minimalistes. Et globalement, les plaques carbone, ça serait plus facile d'aller vers les plaques carbone parce qu'elles ressemblent plus aux chaussures traditionnelles. Du coup, on gagnerait en économie de course à court terme, mais les chaussures minimalistes seraient plus efficaces pour la prévention des blessures et l'économie de course à moyen-long terme. Donc après, c'est à vous de choisir votre combat. Si vous voulez être beaucoup plus dans la performance aiguë ou dans la performance sur le long terme, sachant qu'encore une fois, pour passer des chaussures vers des chaussures minimalistes, il faut se faire accompagner pour que la transition soit de manière la plus efficace et sécuritaire possible. Donc on n'achète pas les chaussures qui courent vite. Voilà. Et pareil pour les chaussures à plaques carbone, on sait qu'il y a soi-disant une meilleure restitution d'énergie, ce qui n'est pas faux quand la chaussure est neuve. Quand la chaussure a 200 km, c'est moins vrai. Mais globalement, posez-vous la question, est-ce que votre pied est capable d'encaisser cette charge ou pas du tout?
Et puis moi, quand je passe les patients, des fois j'ai des patients qui viennent avec 5 paires de chaussures, dont des plats de carbone. Je les passe sur le tapis à vitesse constante. On teste toutes les paires de chaussures et on se rend compte que les plaques carbone, mais au final, vous n'avez pas moins de contraintes sur le pied. Et si vous n'adaptez pas votre foulée, votre taux de charge reste quand même élevé, voire des fois augmente. Donc, à prendre avec des pincettes. Et vraiment, faites-vous encadrer et faites-vous aider. Le choix des critères de chaussures, on en a parlé. Drop, la largeur. Bon, l'usage, alors l'usage, il y a 2 trucs, c'est si vous faites du trail ou de la route, oui, c'est mieux d'avoir des chaussures et du crampon pour le trail et des chaussures Voilà, adaptées pour la course. Peut À la changer. limite, c'est le seul critère. Est-ce que si je fais un 10 km, un 20 km, un marathon, j'ai besoin de changer de chaussures, Fanny? Bah non, moi honnêtement, j'ai fait mon marathon avec mes chaussures de trail. Bon, c'était un peu extrême, mais j'ai même pas voulu changer de chaussures. Voilà, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est un peu du marketing. On va vous faire croire qu'il faut changer les chaussures après X kilomètres, que pour faire du sprint, il faut. Enfin oui, le sprint c'est encore différent, mais pour faire des distances différentes, il faut tel type de chaussures. Il faut toujours plus de chaussures, quoi. Ça, c'est super intéressant au niveau marketing. Si on était une école de business, on vous parlerait peut-être de ces stratégies de business ou de segmentation segmentation du marché. Mais en gros, si je vous vends une chaussure pour le 10, une chaussure pour l'entraînement du 10, voilà. Une chaussure pour le 20, une chaussure pour l'entraînement du 20, une chaussure pour le marathon, une chaussure pour l'entraînement du marathon, mais je vous ai vendu 6 paires de chaussures. On à serait riche, 150 € la paire de chaussures, je vais changer de métier. Ça peut être quand même intéressant. Mais voilà, fiez-vous à vos sensations et n'achetez pas 200 paires de chaussures, vous n'irez pas plus vite. C'est ça. L'analyse de foulée, est-ce que tu rates des choses en particulier que peut-être moi je ne rate pas chez la femme par rapport au... Alors ouais, l'analyse biomécanique de course, il y a un paramètre vraiment qui ressort, qui a été justement montré dans les études, qui influence réellement justement la statique pelvienne. Ça va être ce qu'on appelle le déplacement vertical. Donc au plus je cours, je saute pour courir. Vertical loading height. Voilà, en beau terme. Mais ça, anglais. c'est vraiment justement le facteur que je regarde chez la femme qui court, parce qu'on sait qu'au plus la femme se déplace haut, donc elle saute en courant, au plus elle va rebondir vite et fort sur le sol. Ouais. Et du coup, là, en effet, le périnée, les structures périnéales peuvent avoir plus de mal à s'adapter. Donc là, tu vas jouer sur quoi? Le bruit, la cadence? Le bruit, la cadence, donc j'essaie de leur faire plus de petits pas, de faire moins de bruit et de vraiment... c'est tout. J'ai oublié. Non, c'est ça. Avec déjà c'est pas mal. Du coup, si vous êtes une femme et même un homme, le conseil le plus facile à mettre en œuvre quand vous courez, que ce soit avec des grosses ou des petites chaussures, déjà, et d'ailleurs ça on l'a vu avec les capteurs, rien que le fait d'imaginer qu'on fait moins de bruit, même si vous n'entendez pas le bruit, le fait d'imaginer de faire moins de bruit, on voit une différence au niveau de la vitesse, au niveau du taux de charge, au niveau du capteur. Donc juste imaginez que vous faites moins de bruit, ça marche et c'est vraiment efficace. Après, le deuxième critère que vous pouvez mettre en place, c'est la cadence. Mais du coup, là, vous avez des playlists sur Spotify. Ouais, playlists de 170, 190 par BPM. Voilà, entre 170 et des playlists qui sont avec un tempo, donc ça vous met dans le rythme de la musique. Ça, moi, je dis aussi peut-être de le faire dans un deuxième temps. Oui. C'est bien déjà de s'écouter courir, de réduire le bruit, de faire des plus petits pas. Et une fois que vous êtes plus adapté, mettez-vous un peu de musique avec du tempo, mais... C'est pas dans l'immédiat. Ouais, peut-être pas dans l'immédiat. Ouais. Donc c'est les 2 tips qui fonctionnent bien. Et après, le troisième, c'est la chaussure, mais du coup, c'est le plus long à mettre en place. Mais dans l'étude que j'ai fait sur 80 patients pour un mémoire de diplôme universitaire, on s'est rendu compte que la cadence augmentait de 13 à 15 pas par minute juste en enlevant la chaussure. Je n'ai rien fait d'autre que d'enlever la chaussure. Le patient a automatiquement augmenté sa cadence. Donc la chaussure influence, la chaussure influence la cadence. Mais n'allez pas courir pieds nus, c'est juste pour vous dire que la chaussure a une influence. Pas d'extrême. Pas d'extrême. Du coup, pour en revenir à l'indice minimaliste, au lieu de vous focaliser sur le drop qu'on vous vend dans le magasin avec un drop à 8, un drop à 7, un machin, essayez plus de vous concentrer sur l'indice minimaliste qui est plus global. Mais ça, dans les magasins de chaussures... ça y est pas. Ça y est pas. Voilà. Du coup, on vous mettra les liens où c'est que vous pouvez trouver les indices minimalistes pour justement essayer de comparer vos chaussures. C'est plus pertinent de parler d'indice minimaliste que de parler de drop. Parce que dans le drop, il n'y a pas le poids, il n'y a pas la flexibilité, il n'y a pas tous ces critères-là qui aussi influencent la façon de courir. Et ça, je me permets un petit aparté. Souvent, en plus, moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est justement au postpartum, la femme qui veut reprendre la course à pied
en postpartum, donc après la grossesse, l'accouchement, eh ben, c'est un super moment pour commencer, en fait, pour recommencer à mettre en place justement Une transition. ouais, une transition. Donc, je change de chaussures à ce moment-là. Je ne vais pas avoir besoin de faire une transition parce que finalement, j'ai pas peut-être couru depuis 6 mois parce que j'ai arrêté à 3 mois pendant la grossesse. Et en fait, c'est à ce moment-là que c'est intéressant du coup de mettre du coup des nouvelles chaussures en place, de parler de la cadence, d'essayer de mettre ça du coup en place quand je cours parce que la transition va se faire beaucoup plus vite aussi. Donc si vous venez d'accoucher et que vous avez envie de reprendre la course à pied et que ça fait justement voilà, ça fait quelques mois que vous n'avez pas couru parce que vous avez arrêté, etc. Ça peut être le moment pour mettre en place une transition. Exactement. Super intéressant. Et alors, j'ai pas parlé de ça, je pensais à ça pour la grossesse, mais on avait dit que voilà, courir pendant la grossesse, il n'y avait pas de souci. Et aussi, il y a aussi souvent l'entourage. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de souci, hein, comme on disait tout à l'heure, mais il y a l'entourage aussi qui souvent nous fait peur quand on veut courir, quand on veut continuer de courir pendant la grossesse parce qu'on a des fausses croyances. Ça, c'est vrai. De bébé qui va tomber. Les papis et mamie. Voilà, le bébé va tomber, je vais risquer de faire une fausse couche, je vais accoucher prématurément. Ça, les études montrent bien que la course à pied n'augmente pas ce risque-là de bébé qui est prématuré, de bébé qui tombe. Un bébé ne tombe pas pendant la course, d'accord. Et le bébé n'est pas secoué dans le ventre aussi. Ça, j'en entends beaucoup. Le bébé, non, mais tu rigoles, mais... Mais oui, non, mais ça, on pourrait croire. Ouais, le bébé n'est pas secoué quand on court. Au pire, il est bercé. Donc, il y a beaucoup de bénéfices pour la maman du coup qui court, mais aussi pour bébé. Un bébé où la maman a continué de courir pendant la grossesse, c'est un bébé qui, ça a été montré selon la science, hein, qui aura un meilleur développement cognitif, il y aura moins de risques de pathologies comme l'obésité, tout ce qui est maladie chronique d'asthme, tout ce qui est maladie métabolique. Bébé aura moins de risques de... la maman aura moins de risques de diabète gestationnel pendant sa grossesse. Elle va avoir du coup moins de risques aussi de césarienne pendant l'accouchement. Bébé, pareil, le temps de travail va être plus court aussi pendant l'accouchement. Donc il y a beaucoup d'avantages. Mais oui, et en fait c'est souvent ça qui nous bloque, c'est qu'on ne s'imagine pas les avantages de courir pendant la grossesse déjà pour soi en tant que maman, future maman, mais aussi pour bébé. Donc franchement, si vous avez le feu vert des médecins, des sages-femmes et que vous avez envie de continuer de courir, mais faites-le pour votre santé mentale aussi à vous. Une dépression postpartum est réduite chez les femmes qui ont pratiqué une activité physique pendant la grossesse. Et pour revenir sur le périnée, il y a des études qui montrent aussi que quand on court pendant la grossesse, contrairement à ce qu'on croit, on a moins de risque d'incontinence urinaire à l'effort. C'est génial. Elle est pas belle la vie. Et aussi en récupération postpartum. Donc, voilà, il y a plein de mythes et de croyances sur ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, on mettra des liens aussi sur la pratique de la course à pied, pas que, mais l'activité physique pendant la grossesse, pour aussi pouvoir montrer aux proches, à la famille, parce que souvent c'est aussi ça qui fait que les femmes elles arrêtent. Le problème c'est papy et mamie qui disent oui mais à mon époque on courait pas. Non mais j'ai déjà entendu des podcasts sur ça, qu'il y avait des femmes qui couraient en étant enceintes et il y avait des passants qui les arrêtaient pour dire mais madame vous êtes folle quoi. Enfin, allez, ça existe. C'est quand même, c'est encore bien ancré ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment avoir tous les avantages de la pratique de l'activité physique pendant la grossesse pour la maman, pour le fœtus. Bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais c'est possible. Et encore une fois, c'est encore plus délétère d'être sédentaire pendant la grossesse, le postpartum, que d'être actif. On est d'accord. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça quand même. Je ne l'avais pas encore placé celle-là. C'est fait. On n'a pas parlé de la poitrine des femmes. Ouais. Donc il y a une étude du docteur Rouillon qui est assez connue. D'ailleurs le nom me fait rire. Mais grand respect à ce monsieur qui s'est intéressé à ce sujet, un grand sujet tabou. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette étude? Je pense que c'est la seule, ou en tout cas il n'y en a pas... Il y en a une... alors j'ai entendu alors c'est pas une nouvelle, mais il y a eu d'autres études qui ont étudié... Avec le même docteur, non? Je suis pas sûre, j'ai un doute, mais oui, celle-là c'est la plus connue. C'est la plus connue, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur la poitrine des femmes? Alors, la poitrine des femmes, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas besoin d'être forcément soutenue par un soutien-gorge. Déjà, ça c'est chez toutes les femmes. Mais aussi, pendant le sport, on a tendance, moi j'ai beaucoup de copines qui ont tendance à se mettre une voire deux brassières pour bien plaquer la poitrine, pour pas que la poitrine bouge. Là, j'ai parlé course à pied, mais pendant l'activité physique en général. Parce que, en effet, c'est vrai que ça dépend de la taille, bien sûr, de la poitrine. Hein. Il peut y avoir plus d'inconfort quand on court. Mais c'est important, en fait, aussi de laisser un petit mouvement dans la poitrine se faire parce que, instinctivement aussi, ça peut vous aider à moduler, en fait, votre manière de courir. Parce que vos impacts. Ouais, exactement. Parce que si vous avez une forte poitrine et que vous arrachez le macadam, il y a moyen que votre poitrine aussi impacte énormément.
Et du coup, le fait de moduler votre foulée, votre poitrine va aussi s'en ressentir. En fait, vous allez vous adapter un petit peu automatiquement. Et ça aussi, le fait de laisser sa poitrine bouger, contrairement à ce qu'on peut croire qui a été montré dans l'étude, c'est que ça ne fait pas tomber la poitrine. Okay, vous n'allez pas vous retrouver. Au contraire, oui. Les femmes qui... Alors encore une fois, ça dépend de la taille de la poitrine. Hein. Je ne vais pas généraliser, mais les études, ça ne montre pas que 100% des femmes répondent à ça. C'est une tendance qui se dégage de cette étude, mais qu'en fait, le fait de laisser en fait, la poitrine en mouvement permet finalement d'aller tonifier les tissus qui maintiennent la poitrine. Parce du que, coup, le docteur Rouillon a montré, alors je ne sais plus exactement le nombre de centimètres, mais il mesurait la distance clavicule mamelon. Ouais. Et du coup, il s'est rendu compte que les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge, alors que ce soit en temps normal ou à la course à pied, avaient le mamelon qui remontait. Du coup, la distance clavicule-mamelon était plus basse, enfin plus réduite. Ouais. Que les femmes qui portaient des soutiens-gorge qui portaient énormément la poitrine. Ouais. Encore une fois, ça dépend, les grosses poitrines, si c'est vraiment pas confortable. Encore une fois, le but, c'est pas de vous dire d'aller courir sans soutien-gorge. Et surtout pas du jour au lendemain, parce que là, c'est sûr, vous allez avoir mal. Mais encore une fois, comme pour les chaussures, si on y va de manière progressive et adaptée, vous allez vous rendre compte que votre poitrine va être plus tolérante, les tissus vont être plus tolérants. Et du coup, vous allez pouvoir courir beaucoup plus longtemps. C'est comme, moi j'ai certaines personnes qui du coup ne mettent pas de soutien-gorge, mais une demi-heure dans la journée, puis 1 heure, puis 1h30, puis 2 heures. Exactement. Et puis au bout d'un certain moment, elles arrivent à ne plus porter de soutien-gorge au cours de la journée. Et ça a vraiment été aussi lié au Covid. En fait, il y a beaucoup de femmes pendant le Covid qui ont fait sauter le soutien-gorge. Et en fait, elles se sont rendues compte que finalement, on pourrait rentrer dans des débats, mais finalement, le soutien-gorge, c'est plutôt... encore une fois, si on a envie de porter un soutien-gorge, on peut, mais c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire et surtout pas la brassière qui plaque la poitrine. C'est pas forcément bon pour la poitrine aussi. La poitrine, en fait, elle a besoin de bouger. C'est comme ça qu'en fait, votre sein va bouger, les structures vont se mettre en mouvement. Et c'est quand même important de sentir en fait les mouvements de notre corps en général et pas de restreindre des mouvements quand on court. Et ça fait partie aussi de ça. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison et pas besoin de les contraindre. Non, pas besoin de les contraindre à excès. Alors encore une fois, ça dépend du confort et comme tu disais, il faut petit à petit essayer de desserrer un petit peu la brassière. C'est pour ça que les brassières avec les réglages un petit peu autour de la taille et au niveau des bretelles, c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez desserrer petit à petit les contraintes. Et ça va dépendre du cycle aussi, bien sûr que... moi, personnellement, avant mes règles, franchement, ma poitrine, j'ai besoin de la maintenir un petit peu plus. Et par contre, il y a des périodes de mon cycle où je sens que j'ai moins cette imprégnation hormonale qui m'embête moins, donc je peux desserrer. Profitez de cet avantage que vous avez, les femmes. Mais oui, d'être variable. Ça, c'est l'évolution de l'espèce humaine, tu vois. Donc, c'est comme les chaussures, on retient pas de surprotection, que ce soit au niveau de la poitrine ou au niveau des chaussures. C'est ça. Et on a fait un beau tour. Bah oui, j'ai plus de salive, mais tout va bien. Donc, pour conclure, quel conseil, si tu avais 3 conseils à nous donner pour les femmes, j'imagine. Pour les femmes. De tout ce qu'on a dit, mais un top 3 de tes conseils. Là. Mes conseils, déjà, c'est, pour la 50e fois, mais c'est d'y aller progressivement. Le corps est capable dans la mesure où vous ne dépassez pas vos capacités d'adaptation, vous y allez progressivement. Deuxième chose, en tant que femme, moi, je trouve que c'est déjà de se faire confiance. Parce qu'en fait, si vous avez... et de ne pas vous pas saboter, mais de vous auto-limiter. En fait, c'est plutôt le mental qui a tendance à nous limiter dans ce qu'on a envie de faire plutôt que le physique. Et voilà, lâchez-vous quoi. Si vous avez envie d'aller vous inscrire sur une course, de vous challenger, de vous mettre un défi avec des copines, franchement, allez-y parce qu'en fait, le corps de la femme, le mental de la femme est fait pour courir. Les femmes ont un corps, on est puissantes quoi, girl power quoi. J'allais dire en conclusion le girl power quoi. Et du coup, donnez votre enfant à votre mari ou à votre conjoint, il peut le garder. Les grands-parents ont leur utilité aussi. Si vous les avez à proximité, vous donnez l'enfant aux grands-parents, vous allez courir et vous revenez. Non mais en plus, physiologiquement, le corps encore une fois de la femme est fait comme celui de l'homme bien sûr, mais on est fait aussi pour courir. Je veux dire, notre corps, ok, on a des spécificités, mais c'est pas du tout un handicap. Au contraire, ça peut être un super avantage parce qu'on sent pas mal de choses qui évoluent, qui bougent, qui se passent, et on peut les utiliser pour justement performer et pour pouvoir aller vers des super challenges et défis qui sont en plus un petit peu plus faits pour les femmes. Tout ce qui est longue distance, ultra trail, allez-y quoi. Du coup, merci beaucoup Fanny pour ce podcast.
Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, donc Kinesport Prévention, donc vous l'avez sur LinkedIn, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Vous pouvez nous suivre là-dessus, on va être publié sur tous les réseaux de podcast. Donc la vidéo sera sur YouTube, on sera sur Spotify, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire juste en dessous, on y répondra avec grand plaisir. Avec Fania, on va vous faire un petit programme de renfort musculaire que vous pourrez faire régulièrement à la maison. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts. Donc abonnez-vous et restez connectés.